Chers investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de rachat d'entreprise. Alors, il n'y a pas de Ferrari, il n'y a pas de Lamborghini, il n'y a pas toutes ces conneries. On revient à des basiques. Alors, je vais t'expliquer pour quelles raisons est-ce que je rachète des boîtes aujourd'hui, comment je rachète des boîtes, avec quels associés, qu'est-ce qu'on en fait, quel type de performance. On va aller dans un entrepôt où on fait de la vente de jouets premium en ligne. On va t'expliquer ce qu'on a fait avec cette boîte, le chiffre d'affaires, l'évolution, qu'est-ce qu'on a appliqué comme méthode pour la développer. Bref, tu sauras absolument tout dans cette vidéo à propos du rachat d'entreprise. Je vais t'expliquer les performances que j'en attends et je vais surtout t'expliquer pour quelles raisons est-ce que c'est une activité dans laquelle je m'implique de plus en plus, voire même j'ai arrêté de faire certaines choses aujourd'hui dans mon quotidien pour m'impliquer de plus en plus ici. Bref, tu vas apprendre des choses absolument incroyables sur un domaine qui est le rachat d'entreprise, qui est très peu expliqué et évoqué en France aujourd'hui. J'organise également du 6 au 8 septembre le sommet de la reprise d'entreprise. C'est le premier événement en France où on va parler du rachat d'entreprise. Ça va être absolument incroyable. Donc pour t'inscrire, c'est dans la description. C'est un événement gratuit. Il y aura mes associés. Je vais te présenter notre avocate qui est spécialisée en M&A. Je vais te présenter un broker qui vend des sociétés. Bref, cet événement va être incroyable. Je pose ma bête. On va dans l'entrepôt et je commence à t'expliquer l'activité. Tu vas adorer. À de suite. Bon, c'est parti, on va rentrer dans l'entrepôt, je vais t'expliquer l'activité. Là tu vois par exemple il y a un des salariés qui est ici, alors ils veulent pas être filmés de face, donc on va continuer mais au moins tu le vois de dos. Tu as 2 salariés dans cette boîte. Cette activité spécifique, donc c'est de la vente de jouets en ligne premium. Donc la boîte quand elle a été rachetée, il y avait uniquement que 2 salariés plus le dirigeant. Donc là le dirigeant est complètement sorti de la boîte, il ne reste que les 2 salariés. C'est d'ailleurs un des critères sur lesquels on rachète des boîtes. Je vais t'en parler un petit peu tout à l'heure, mais déjà on va rentrer dans l'entrepôt et je vais t'expliquer en quoi consiste cette boîte et pourquoi est-ce qu'on l'a rachetée. Donc, cette boîte, on l'a rachetée l'année dernière. Donc on l'a rachetée avec mes associés et il y a quelques investisseurs qui ont financé cette boîte également. Alors je t'explique pour quelles raisons est-ce qu'on vise une entreprise de jouets. Déjà je reviens à des choses beaucoup plus simples. En gros, donc, après avoir fait beaucoup d'immobilier ces dernières années, j'ai commencé à investir dans des startups à partir de 2023. Et là, sur les 8-9 derniers mois, j'ai sorti à peu près 1 million d'euros de bénéfices sur ces ventes de parts. Et donc depuis 2023, je commence à racheter des boîtes et être de plus en plus intéressé par l'investissement d'entreprise. Donc d'abord, j'ai commencé à me placer un peu comme investisseur passif avec ses associés, puisqu'ils s'occupaient de l'opérationnel, ils trouvent les boîtes, ils s'en occupent. Moi, j'étais plutôt investisseur passif. Et plus ça a évolué, plus j'ai vu l'opportunité, plus j'ai vu le rendement potentiel, plus j'ai commencé à m'impliquer dans la reprise de boîtes et à donner mes propres compétences pour faire exploser ces boîtes. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc le but avec toutes ces activités, c'est de prendre des boîtes qui fonctionnent déjà. Donc c'est des boîtes qui sont déjà rentables, on sait qu'il y a déjà un marché, on sait que le produit fonctionne, mais le produit n'est pas encore assez visible et le potentiel est sous-exploité. Donc en fait, nous, on va venir, avec mes associés, on va apporter nos compétences, principalement des compétences digitales, et on va développer la visibilité et on va aller montrer le produit à beaucoup plus de monde. C'est comme ça qu'on arrive à développer le chiffre d'affaires très rapidement. Donc si je te prends l'exemple de cette activité-là, on l'a racheté il y a un peu plus d'1 an et demi. La boîte faisait environ 1,5 million de chiffre d'affaires pour 200 000 euros de bénéfices. Donc c'est une boîte déjà rentable. Et on l'a passé d'avril 2025 de 89 000 euros de chiffre d'affaires à avril 2026, 186 000 euros de chiffre d'affaires. Donc cette année, on va finir à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça fait déjà une belle croissance sur un an. C'est pas la croissance la plus importante. On a des boîtes par exemple, en l'espace de 3 à 6 mois, on a fait 400% d'augmentation de chiffre d'affaires, en gardant le même pourcentage de bénéfices, voire certaines en améliorant le pourcentage de bénéfices. Donc comment on cherche ces boîtes? On prend des boîtes qui sont déjà rentables. Donc comme celle-ci, elle était déjà rentable, elle fonctionnait, elle a déjà un marché, elle a déjà un produit qui fonctionne et qui marche. On va venir y appliquer un framework, c'est-à-dire un cadre bien précis avec des stratégies bien précises qu'on va appliquer dans toutes les boîtes de la même façon. Et en fait, on va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires, principalement en augmentant la visibilité sur le digital. Et je reviendrai tout à l'heure sur mes compétences dans le digital ou les compétences de mes associés et tu verras comment est-ce qu'on peut utiliser ces compétences-là pour augmenter le chiffre d'affaires de ces boîtes. Donc en gros, voilà, c'est des boîtes qui fonctionnent déjà. C'est pas comme dans une startup par exemple où tu vas investir et t'attends qu'il va se passer quelque chose pour potentiellement faire 1x50, 1x100. Là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est un risque qui est beaucoup plus faible parce que les boîtes marchent déjà et parce qu'on sait déjà en avance ce qu'on va venir y appliquer puisqu'on les achète en sachant déjà ce qui va fonctionner et en sachant déjà que nos compétences, une fois apportées dans la boîte, vont clairement augmenter le chiffre d'affaires. Bon, je vais te présenter mon associé qui est quelqu'un de très discret, donc tu verras pas son visage, mais on va t'expliquer un petit peu son parcours, comment on en est venu à racheter des boîtes. Et juste avant, je te fais un petit peu un comparatif avec l'immobilier. Je pense que tu as regardé mes vidéos ces derniers temps. Je pense que tu vois que je suis un peu moins chaud sur l'immobilier ces derniers temps.
Il y a une raison, moi j'ai commencé l'immobilier en 2014 à Budapest, j'ai commencé en 2016 en France. Le moment où j'ai commencé, tu avais une vraie vague immobilière, tu avais un vrai cycle immobilier, tu avais des taux qui étaient bas, tu avais un marché qui était en train d'exploser, tu pouvais financer quasiment sans apport, tu avais des rendements qui étaient extrêmement intéressants, tu avais tout un tas de critères et de paramètres économiques qui faisaient qu'à ce moment-là, c'était super intéressant parce que par rapport à l'argent que tu mettais dans l'investissement immobilier, par rapport au temps que tu passais, c'était extrêmement rentable. Le fait est qu'aujourd'hui, personnellement, et j'en ai parlé dans d'autres vidéos honnêtement, et c'est pas parce que je suis monsieur immobilier, je dis monsieur immobilier parce que les gens m'appellent comme ça des fois, parce qu'il y a des gens qui pensent que je suis juste fan d'immobilier, que je ne parle que d'immobilier, je ne prêche que l'immobilier. Non, moi je prêche ce qui fonctionne comme moyen pour le meilleur rendement, le plus de sécurité, le moins de risques possible. Voilà ce que je fais. Ça a été l'immobilier pendant énormément de temps. Et là, je pense, ça dépend des profils, qu'on est en train de switcher, parce qu'on est dans un cycle où, tu vois que l'immobilier c'est un peu plus compliqué. Sur les prochaines années, j'en ai parlé, je ne vois pas d'augmentation du marché sur les 3 prochaines années. Avec toutes les données qu'on a actuellement, personnellement, je ne le vois pas. Il faut mettre un petit peu plus d'apport, les taux sont plus élevés. Bref, en fait, on rentre dans un cycle où l'immobilier devient un tout petit peu moins intéressant. En revanche, le cycle qu'on a actuellement, c'est qu'en termes d'entreprise digitale, je pense qu'on a une fenêtre de tir, en tout cas c'est comme ça que je le vois et c'est pour ça que je mets énormément de temps et d'énergie dans cette activité et mes associés en sont convaincus également. On a peut-être une fenêtre de tir de 3, 5, 7 ans, on ne sait pas combien de temps ça va durer, où d'un côté tu as des entreprises digitales qui sont en vente, comme celle-ci par exemple. Tu n'as pas forcément énormément de repreneurs en face parce que les entreprises sont petites, elles ne correspondent pas à ce que peuvent rechercher les fonds d'investissement, parce que tu n'as pas encore suffisamment de personnes qui sont prêtes à reprendre des boîtes, parce que le digital c'est quand même assez nouveau, hein, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on est vraiment dans le digital. Donc pour toutes ces raisons, tu as des boîtes qui commencent à être en vente, mais tu n'as pas forcément énormément de repreneurs. Donc c'est pour ça qu'on arrive à trouver des pépites intéressantes. En plus de ça, tu es sur un marché où tu as 7 à 10% de croissance par an dans le e-commerce de façon générale. Donc quand tu es dans tu prends un cycle immobilier qui est plutôt baissier ou stagnant, avec des conditions de taux qui sont un peu plus mauvaises, donc un marché qui grossièrement va peut-être baisser légèrement, où tu as une économie qui de façon générale en France baisse légèrement, mais en face de ça, tu as un marché dans le e-commerce qui augmente, en fait, tu es en train de trouver la perle où tu te dis, tu as un marché qui est en croissance alors que tu es dans un autre marché global qui, lui, est en stagnation, voire en baisse. Donc ça, c'est un point qui est intéressant aussi. Peut-être que ça durera qu'un temps, parce que moi, je crois énormément au cycle. Tu as des cycles où des fois, il faut être au bon endroit au bon moment. Là, pour ça, je suis persuadé qu'on est au bon endroit au bon moment. Et à mon avis, ça va durer que quelques années parce que c'est comme tout, c'est un cycle à un moment donné. Question d'offre et de demande, peut-être qu'il y aura moins de boîtes en vente, peut-être qu'elles seront plus chères, peut-être qu'elles seront moins intéressantes, peut-être qu'il y aura plus d'acheteurs sur le marché. Bref, il y aura un moment où ça sera moins intéressant. Et ce sera le moment de changer de cycle et d'aller faire autre chose, de faire une autre activité comme je le fais, comme j'ai changé par exemple depuis 10 ans, j'ai dû déjà changer 2-3 fois de type d'activité, de façon de voir le business, de façon de voir l'investissement, etc. Tout à l'heure avec mon associé, on va développer un petit peu les performances qu'on attend de ce type de boîte. Tu vas voir, si je dois comparer par rapport à l'immobilier, l'avantage c'est que tu mets de l'apport et tu as du crédit, ok. Aujourd'hui on voit que le crédit est plus cher, l'apport est plus important, donc tu as un peu moins de gains, surtout qu'il y a un peu moins de potentiel d'évolution du marché. Mais tu stagnes à un moment donné, je veux dire, tu peux pas faire 200, 300, 400% de marge sur un bien immobilier. Donc ça ne se voit pas, ça fonctionne pas. En revanche, sur des boîtes, comme je t'ai dit, c'est déjà arrivé sur 1 mois, 2 mois de faire 100, 150, 200% de croissance. Je te dis pas que ça a été sur toutes les boîtes, mais il y a des boîtes où c'est arrivé. Il y a des boîtes où on a fait 6 fois le chiffre d'affaires en moins d'1 an. Ça, c'est des choses que tu ne vois pas dans l'immobilier. Et c'est pas forcément des choses qui nous ont coûté beaucoup plus d'argent, c'est pas des choses qui nous ont coûté beaucoup plus de ressources humaines. C'est ça qui est intéressant. C'est juste une méthodologie qu'on a appliquée tout simplement parce qu'on avait les compétences là-dedans et qu'on a pu les appliquer dans ces boîtes parce qu'on a vu le potentiel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas c'est pour ça que je t'explique pourquoi je bifurque dans ce type de business, parce que en termes d'énergie, de temps, de risque et de rendement, je vois beaucoup plus d'intérêt dans le fait de racheter des entreprises comme celle-ci aujourd'hui que ce que j'ai pu le voir dans l'immobilier. Et d'ailleurs, que ce que j'ai pu voir, je pense, dans les 10 ou 12 dernières années en termes d'opportunités. On va en parler avec mon associé plus en détail, tu vas comprendre. J'ai pas vu d'opportunité aussi intéressante que celle-ci parce que c'est ultra précis comme tu l'as vu, mais on va te le développer notamment avec les critères exacts des boîtes qu'on recherche. Maintenant, te présenter Guillaume, un de mes 2 associés qui est présent ici. Le deuxième, c'est Christophe, que tu verras demain aussi. Guillaume a un parcours très axé digital marketing. Il a fondé plusieurs boîtes, il en a revendu une très belle, plusieurs millions d'euros, ce qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir acheter ce type de boîte. Bon Guillaume, c'est parti.
Merci d'intervenir dans la vidéo. Je sais que les vidéos et être visible, c'est pas ton truc, raison pour laquelle il est filmé de dos. Donc, cher ami, je te présente le dos de Guillaume, du coup. Mon associé, donc on est 3 associés, il y a Christophe, Guillaume. Tous les deux sont des entrepreneurs de très longue date, mais ils vont te parler de leur parcours qui est impressionnant. Raison pour laquelle je me suis associé avec eux. La différence entre nous, c'est que moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc très visible. Eux, à l'inverse, pas du tout. Donc, par confidentialité, ils ont des familles, etc. On sait qu'on est en France et qu'on n'est pas forcément à l'abri dans ce pays. Ils tiennent à rester très discrets et donc ce sont des entrepreneurs de l'ombre. Donc, Guillaume, on va démarrer par déjà vos parcours à Christophe et toi. Quel âge vous avez, qu'est-ce que vous avez fait dans l'entrepreneuriat, etc. pour qu'ils te découvrent un petit peu plus. Oui, alors moi j'ai 41 ans, j'ai fait toute ma carrière dans le digital. J'ai commencé après mes études en tant que salarié dans une entreprise digitale. Puis le parcours étant ce qu'il est, j'ai créé différentes boîtes, certaines ont fonctionné, d'autres pas. J'ai eu un gros succès, une boîte que j'ai cofondée qui a très bien fonctionné et que j'ai revendue pour plusieurs millions d'euros. Donc c'est ce qui m'a vraiment permis de me lancer plus loin. Et mon associé Christophe, parcours un peu différent, il a 44 ans, ingénieur de formation. Lui, il a fait un très beau parcours dans des grosses multinationales avec vraiment une casquette spécialisée dans la reprise d'entreprise. Son dernier poste, par exemple, il était dans le département M&A d'un gros groupe qui rachetait une 50aine de boîtes. Et donc son métier du quotidien, c'était de regarder des dossiers, de racheter des boîtes. On s'est associés en 2020, même si on se connaît depuis bien plus longtemps. On s'est connus par l'immobilier, parce que Christophe est un gros investisseur immobilier. Je vous ai connu par l'immobilier aussi au départ. C'est vrai, c'est vrai. Et donc on s'est associés vraiment, surtout en 2020, et on a continué à avancer avec différentes entreprises, toujours dans le digital. Puis on s'est mis à racheter des entreprises, et c'est là où on a connu cette accélération dont on va sûrement parler. Il faut dire donc j'ai connu Christophe et Guillaume, je crois que c'était en 2022, 2023, quelque chose comme ça, parce que j'ai un des directeurs de mon équipe qui est là depuis mes débuts, qui pour moi est quasiment un associé, qui les connaît depuis 8 ans, qui a collaboré avec, etc. Donc il connaît très très bien leur sérieux, leur façon de travailler, etc. Donc voilà, ça fait longtemps que je les connais, que je les vois dans le paysage, etc. Tiens, pour revenir à la première boîte que tu as montée, c'était quoi le premier échec que tu as eu ? C'était vraiment ridicule. C'est une boîte que j'ai montée à 23 ans. On faisait du mobilier lumineux. Enfin, c'est ridicule d'en parler tellement c'était grotesque. J'avais aucune expérience, on ne savait pas ce qu'on faisait. On a fait quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires en un an. Enfin, c'était vraiment... Je sais à quel point c'est dur de commencer quelque chose puisque je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est vrai que la règle, c'est quand même l'échec. C'est bien d'en reparler parce qu'il y a plein de gens qui essaient de monter des boîtes au début et de montrer que on peut aujourd'hui racheter des dizaines de boîtes comme toi aujourd'hui et pourtant avoir démarré par un échec. Donc, alors, effectivement, déjà, tu commences à comprendre qu'il y a des profils différents. Donc, je vais parler de mon profil si jamais tu ne me connais pas. Tu connais mon profil vis-à-vis de l'immobilier, mais tu ne le connais pas vis-à-vis du digital. Là, déjà, tu vois que Guillaume, profil marketing digital, Christophe, profil financier, reprise d'entreprise juridique. À ces deux profils, ils sont déjà très complémentaires et on est venu apporter une troisième pièce. Donc, en fait, ils ont commencé à racheter des boîtes déjà pour vous, au départ. Ouais. C'est quoi les boîtes que vous avez rachetées au départ ? Comment vous les avez financées ? Comment vous y êtes pris ? Alors, au tout début, on a racheté des boîtes un peu petites, sur fonds propres. Et puis, petit à petit, on a levé des financements bancaires. Et puis, petit à petit, on a fait rentrer des associés avec nous. Ça s'est vraiment fait étape par étape. On a commencé avec notre argent, forcément en petit braquet, ce qui permet de faire les erreurs et de progresser. Puis avec les banques, il y a aussi des problèmes, etc. Puis à chaque fois, on essaie de régler les problèmes en trouvant des solutions. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à s'associer avec différentes personnes pour acheter des boîtes. Moi, j'ai commencé à les connaître en tant qu'investisseur passif. Tu me connais, moi j'aime bien le passif, c'est-à-dire que j'investis, je ne fais rien, ils s'occupent des boîtes. Et après, je t'expliquerai ma conclusion à la fin. Plus on a avancé, j'ai regardé les chiffres, les performances, etc. Plus j'avais envie de m'impliquer, ne plus avoir un rôle que d'investisseur passif, mais un vrai rôle d'associé, impliqué à l'intérieur de ces boîtes parce que j'ai aussi des compétences digitales qui peuvent permettre aux boîtes d'être poussées. Aujourd'hui, en conclusion, combien vous avez racheté de boîtes ? Quel volume de rachat ça représente ? Et après, on va parler des activités en elles-mêmes. Alors, si on exclut les petits tests au début qui étaient des micro-activités, à partir des vraies boîtes, on en a une dizaine qui sont rachetées. On en a plusieurs qui sont en cours, mais de signer rachetés qui sont à nous, c'est 10 sur les 2 dernières années pour faire... la grosse louche. Ok. Et les montants de chaque boîte, c'est quoi à peu près ? En termes de rachat, de chiffre d'affaires ? En termes de rachat, de valeur ? Les plus petites, c'était, on va dire, 600-800 000 euros. Et les plus grosses, c'était 3 millions et demi d'euros. Okay. C'est quoi comme activité, les boîtes qui ont été rachetées ?
Alors on se concentre sur un seul type d'activité. On rachète des boîtes qui sont rentables. On ne rachète pas de sociétés en difficulté ou ce genre de choses. C'est que des entreprises qui fonctionnent très bien, donc rentables. Digitales. On rachète que des boîtes digitales parce que c'est notre expertise et on sait que c'est là où on peut avoir des croissances qui sont très fortes, alors que des boîtes qui ne sont pas digitales, c'est forcément limité. Et ensuite, ce sont des boîtes légères, c'est-à-dire qu'on ne rachète pas des boîtes avec 30 salariés. On veut justement cette flexibilité et cette légèreté que permet le digital. Exactement la boîte dans laquelle on est aujourd'hui, je t'en parlais, 2 salariés, pas de bureau, c'est que de la location, des marges qui sont intéressantes et du digital. Il faut faire la différence entre les boîtes tech et boîtes digitales. On peut en parler, d'ailleurs, peut-être qu'on peut parler après à côté des startups, comment on se situe par rapport aux startups, c'est 2 métiers différents. C'est du digital, mais comme tu vois, avec des produits simples. Donc il y a du bijou, il y a du textile, il y a du cosmétique, il y a des jouets pour enfants. Là, les boîtes qui sont en vision actuellement, c'est encore d'autres domaines, mais à chaque fois avec ce côté digital, mais un produit qui est simple, compréhensible de tous et assez facile à vendre. En fait, on pourrait résumer en disant ça. Tu as d'un côté les business qui sont vraiment très basiques, par exemple une boulangerie ou une entreprise de transport, tu vois, des choses vraiment du quotidien. À l'extrême opposé, tu as des startups qui veulent révolutionner le monde, qui apportent des grandes idées. Certaines vont fonctionner, d'autres pas. Et nous, en fait, on est au milieu. C'est-à-dire qu'on a ces business qui sont, on va dire, normaux. On ne cherche pas à révolutionner le monde. On vend des produits comme du textile, des bijoux, des cosmétiques, des jouets. Mais on le fait de manière digitale. Et donc, on allie le meilleur des deux mondes. On n'a pas le taux d'échec des startups, puisque nous, on vise 0 échec, on rachète des entreprises rentables, il n'y a pas de raison qu'on échoue, on est des spécialistes, mais on a aussi cette scalabilité du digital où on est capable, et on l'a vu ici, mais il y a aussi d'autres boîtes, on est capable d'avoir une croissance énorme, on peut multiplier le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas faisable dans une entreprise normale du quotidien. Clairement. Donc c'est le meilleur des deux mondes, ce qu'on est en train de faire. C'est quoi les boîtes que vous rachetez, les critères précis? Donc là, tu disais des boîtes légères, digitales, est-ce que vous avez d'autres critères bien précis? Il y a un critère de taille, c'est-à-dire qu'une boîte trop petite, ça ne va pas être intéressant parce qu'on aura trop de concurrence à l'achat, parce que des particuliers, par exemple un cadre sup qui veut se mettre à son compte, auront les moyens de les racheter. Donc on aura trop de concurrence. C'est un peu comme l'immobilier. À l'inverse, des boîtes trop chères, on sera en concurrence avec des fonds d'investissement qui ont des gros moyens et qui vont nous battre, entre guillemets, sur la somme à investir. Nous, on est sur une espèce de middle market, où on rachète des boîtes qui sont trop grosses pour des particuliers, mais trop petites pour intéresser des fonds. Et donc tout le but, c'est d'être sur un marché où il y a très peu d'acheteurs et où on peut faire des très très bonnes affaires. Par exemple, l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui, on l'a rachetée. Donc quand on l'a rachetée, elle faisait 1,5 million de chiffre d'affaires, 200 000 euros de résultats, et on l'a rachetée 475 000 euros. Donc 2,3 années de résultats. C'est inouï, c'est-à-dire que la personne qui nous l'a vendu le prix qu'elle aurait gagné si elle l'avait exploité pendant 2,3 années. Et ça, c'est ce genre d'affaire qui n'est pas faisable en immobilier, par exemple. On ne peut pas avoir un immeuble avec un ratio aussi faible, c'est impossible. Et surtout, on n'a pas la même perspective de croissance. Exactement. Donc non seulement on n'achète pas cher, mais en plus, voilà, il y a certains mois où on double le chiffre d'affaires par rapport au même mois de l'année précédente. Et là, pareil, en immobilier, c'est strictement impossible. Dans une entreprise normale, c'est strictement impossible. Et dans une start-up, c'est possible, mais il y a un tel pourcentage de risques et d'échecs que c'est très, très dangereux. Donc si je reviens sur les critères des boîtes, donc il y a les critères que vous recherchez, c'est-à-dire à quoi doit correspondre la boîte. Ok, pas beaucoup de salariés, peu de charges, déjà rentables, etc. Et ensuite, il y a quel levier on va utiliser pour faire exploser cette boîte et la valoriser. Un des premiers, c'est d'acheter sous-coté. Donc par exemple, ça va être des boîtes qui devraient valoir peut-être 4-5 fois le BE, mais vous les rachetez entre 2, 3, 4 fois le BE. Donc premièrement, elles sont achetées sous-coté, comme un immeuble que tu achètes en dessous du marché. Deuxième chose que vous appliquez, c'est quoi ? On est des spécialistes de la publicité. Donc par exemple, la boîte dans laquelle on est aujourd'hui, eh bien, la personne qui nous l'a vendue, c'était pas un spécialiste de la publicité. Souvent, ces entreprises sont créées par des spécialistes produits. C'est-à-dire que ce sont des gens qui aiment le produit, qui lancent leur petite activité en ligne, et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, ça grossit. Mais à la base, ce ne sont pas des spécialistes du digital, ce sont des spécialistes du produit. Par exemple, une entreprise textile, c'est des spécialistes du textile, des gens qui ont fait leur carrière dans le textile et qui ont lancé leur boîte dans le textile. Et ce n'est pas des gens qui maîtrisent forcément à la perfection la publicité sur Meta, Facebook, Instagram ou sur Google. Et nous, on arrive avec cette compétence-là et on peut passer à la vitesse supérieure. Et il y a aussi d'autres critères. Par exemple, la personne qui nous a vendu cette société, eh bien, il n'avait pas assez de trésorerie pour commander le stock suffisant
pour vraiment développer. Et donc nous, depuis qu'on a racheté, on a acheté beaucoup de stock et c'est ce qui nous permet de faire des chiffres d'affaires qui sont bien plus élevés que ce que l'ancien propriétaire faisait. Donc il y a ça, il y a les publicités, il y a aussi tout ce qui est mailing, en fait tout ce qui va être lié à la communication et au fait de montrer le produit au plus grand nombre, concrètement. Après il y a aussi des boîtes où il y a de l'internationalisation. On va peut-être pas rentrer dans le détail maintenant parce que c'est plus complexe je pense, mais en tout cas il y a aussi des boîtes qui fonctionnent très bien en France ou qui avaient déjà 2-3 marchés ouverts en Europe et ils vont aller les développer dans 10-15 pays européens parce qu'en fait ils ont qu'à dupliquer, adapter un peu à la culture, mais grosso modo faire une pub pour la France ou une pub pour l'Espagne, il y a quand même assez peu de différence quand tu sais bien maîtriser les pubs sur les réseaux sociaux. Il y a un troisième point aussi qui est important, tu as commencé à l'évoquer avec les fonds, c'est qu'une boîte qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui est trop petite pour les fonds, qui est valorisée peut-être 2-3 fois le BE, cette même boîte, tu lui mets 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle vaut 6 fois le BE, voire plus, parce qu'elle a une taille suffisamment intéressante pour les fonds. Et développe cette stratégie, je trouve qu'elle est intéressante. Ouais, en fait, imaginons on rachète une boîte, comme tu dis, qui fait 2 millions de chiffre d'affaires et on la rachète 2 ou 3, allez, on dit 3 années de BE. Le BE, c'est l'excédent brut d'exploitation, on va simplifier, c'est le résultat de la société, le résultat de l'exploitation de la société. On rachète 3 années de BE. Si on monte cette boîte à 10 millions de chiffre d'affaires et qu'on la revend 3 années de BE, c'est déjà une bonne opération, puisque on a multiplié par 5 les chiffres, donc c'est une belle plus-value. Mais la réalité, c'est qu'une boîte qui fait 10 millions vaut beaucoup plus qu'une boîte qui fait 2 millions. Et donc non seulement on a multiplié les chiffres par 5, mais en plus on va multiplier le multiple. C'est-à-dire qu'au lieu de la revendre 3 fois le BE, on va la revendre 6 fois, 8 fois, 10 fois, parfois 12 fois le BE. Et donc nous, notre but, c'est pas forcément de revendre, on est content avec les dividendes qu'on génère et qu'on touche, mais en plus, si on revend, si on a des belles opportunités, c'est un double jackpot. Le jackpot par l'accélération et le jackpot par le multiple qui est très différent sur des boîtes de cette taille-là. Si je compare à l'immobilier, pour ceux qui adorent l'immobilier, on est là pour, c'est comme si tu achetais un immeuble 20% en dessous du marché. Tu sais que tu fais déjà une bonne affaire parce que c'est 20% en dessous du marché, mais imagine que cet immeuble, une fois qu'il est dans ton portefeuille, il vaut plus 500 000 euros, il vaut 2 millions. Juste parce que le jour où tu vends ton portefeuille, tu vas le vendre à un fonds et que ton fonds, il est capable d'acheter ton immeuble 500 000 euros, enfin 2 millions au lieu de 500 000 euros, parce qu'un rendement de 2% lui convient à la place d'un rendement à 8 ou 10%. En fait, c'est comme si tu vendais ton immeuble à une SCPI. Exactement. Puisque les SCPI, c'est jamais que des fonds immobiliers en quelque sorte. D'ailleurs, on l'avait, tous les fonds, pendant un moment sur la Côte d'Azur, il y en avait beaucoup, des fonds qui spécialisaient dans le rachat de la nue propriété. C'est-à-dire qu'ils rachetaient surtout des villas de luxe, etc. J'ai un pote qui a vendu comme ça. Et en fait, ils rachetaient ces villas 10, 15, 20% au-dessus du marché. Parce qu'ils avaient de l'argent, parce que c'était ce qu'ils recherchaient. Donc là, tu touches du doigt un des aspects pour lequel c'est aussi intéressant d'investir dans des boîtes comme ça. C'est que non seulement tu l'achètes en dessous du marché, tu as des compétences, là on est en train de parler desquelles, pour pouvoir booster son chiffre d'affaires, mais ensuite tu as, en fait cette boîte, suffit qu'elle ait un chiffre d'affaires plus important. Et imagine même, tu la structures dans ton groupe dans lequel tu as déjà 15-20 boîtes, parce que tu vois que c'est l'idée et la vision à la fin, cette boîte, tu l'as au milieu de 20 autres boîtes qui font aussi 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as un groupe qui fait 100 millions de chiffre d'affaires, tu vas vendre le BE un multiple beaucoup plus intéressant à un fonds. Donc cette boîte qui était toute seule, indépendante, va valoir beaucoup plus au sein de ta structure. Donc là, on a pris cet exemple d'une boîte que tu passes de 2 millions à 10 millions, ce qui est l'idée dans les boîtes qu'on rachète. Et bien en fait, tu as multiplié par 20 sa valeur. Et entre-temps, tu as pris des dividendes. Donc en fait, ça fait une performance qui est complètement débile. Quand on regarde les performances, elles sont complètement folles. Exactement. Et il y a, comme tu l'as suggéré, il y a aussi ces économies d'échelle et puis ces synergies entre les boîtes. C'est-à-dire que quand on rachète, aujourd'hui on a racheté 10 entreprises, à chaque fois qu'on rachète une entreprise, c'est une entreprise rentable, donc elle fonctionne bien. Et donc il y a des bonnes choses à copier. Et donc on a appris, il y avait des compétences qu'on n'avait pas, on ne peut pas avoir toutes les compétences, mais à chaque fois qu'on rachète une boîte, on acquiert de nouvelles compétences et de nouvelles personnes, ça peut être des prestataires, etc., qui se mettent aussi à travailler sur toutes les autres boîtes du groupe. Et donc plus on avance, plus c'est facile parce qu'on a de plus en plus de compétences et de personnes pour les mettre en place. Et donc ça crée cette espèce d'effet où c'est de plus en plus faisable d'aller multiplier les chiffres d'affaires et d'arriver au résultat que tu décris. En plus, il y a des boîtes où vous pouvez réduire les frais. C'est pas forcément l'idée parce qu'en général, le but c'est de rien toucher parce que ça fonctionne déjà. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre une stratégie pour multiplier le chiffre d'affaires par 2-3 en termes d'efforts par rapport à essayer d'aller gratter 10-15% des frais. Mais c'est vrai que tu le dis très bien, c'est que je sais que vous avez une personne chez vous qui s'occupe de l'Ads, mais elle s'occupe de l'Ads pour tout le groupe. Donc l'Ads, c'est les publicités, Google, Meta, etc. Et du coup, elle s'en occupe pour tout le groupe. Donc s'il y a une campagne, par exemple, qui a bien fonctionné dans une boîte, en fait, ça a fonctionné pour des bijoux, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour des jouets ?
Exactement. Et une boîte toute seule comme celle-ci qui faisait 1,5 million de CA quand on l'a rachetée, mais elle n'avait pas forcément les moyens de se payer un expert national de la publicité Google, par exemple. Nous, avec les 10 boîtes, on a une force de frappe et donc on peut taper à des portes qui seraient restées fermées pour les boîtes prises individuellement. Tu as une vraie logique d'économie d'échelle. Exactement. Tout comme dans le recrutement, on arrive aujourd'hui à intéresser des profils qui ne nous auraient même pas regardés il y a 2 ans parce qu'on était trop petits. Et ça va continuer comme ça, où plus on avance, plus on a des portes qui s'ouvrent, plus on a des gens extrêmement compétents qui viennent nous rejoindre. Et donc c'est un cercle vertueux qui est en place. Ok. C'est quoi les plus grosses embûches, les plus gros problèmes que vous avez rencontrés, soit dans la recherche de boîtes, peut-être plus au début, dans le rachat en lui-même, c'est-à-dire dans le process de rachat, ou même une fois que vous les avez rachetés. Je prends un exemple, il y a quelqu'un qui devait faire le suivi, l'ancien boss de la boîte, il devait faire le suivi, il ne le fait pas. Ou alors la boîte, elle a planté juste après. C'est quoi les pires expériences que vous avez eues? Alors dans le sourcing, la plus grosse difficulté au début, c'était d'être crédible. Parce que quand une personne vend sa boîte, elle passe par ce qu'on appelle un broker, un intermédiaire. Et en fait, on contactait ces intermédiaires, mais on n'avait pas d'historique. Et donc, on n'était pas forcément pris au sérieux. Donc parfois, on ne nous répondait pas, ou on nous prenait tout simplement pas au sérieux. Maintenant, c'est différent. Maintenant, tout le monde nous connaît sur la place. On a racheté toutes ces entreprises en si peu de temps. Et donc, on a au contraire des dossiers qu'on vient nous présenter alors qu'ils sont jamais mis sur le marché. Là, on vient de racheter 2 boîtes. Personne ne les a vus passer parce qu'en fait, les brokers sont venus nous voir en disant on a ces dossiers. Et donc, plutôt que de les mettre en ligne, eh bien, ils sont venus nous voir directement, on a acheté, c'était réglé. Le plus, c'est la partie financement, on va en parler, le fait d'avoir des associés qui financent. Tu passes pas par les banques, donc du coup, c'est comme acheter un immeuble cash. Tu passes devant tout le monde, l'agent immobilier te rappelle, c'est pareil. Exactement. Et c'était justement le point d'après, c'était au niveau du financement avec les banques. C'est toujours long, c'est toujours compliqué, il y a toujours des imprévus, exactement comme en immobilier. Tous ceux qui ont fait de l'immobilier savent que 2 jours avant la signature, il y a toujours ce test sanguin qui n'était pas prévu, ce document qui n'était pas prévu, c'est toujours une galère. On a vécu ça et on s'est dit, voilà, on va arrêter, on va passer avec des associés, ça ira plus vite. Et en plus, maintenant qu'on rachète avec des associés, comme toi, ça va beaucoup mieux de tous les côtés parce qu'on peut faire de meilleures affaires. On dit aux cédants, vous pouvez aller avec un de nos concurrents, il va vous faire un processus de rachat qui va durer 8 mois et peut-être qu'il n'aura pas son financement, ou bien vous pouvez passer avec nous, ça va durer 3 mois et nous, on est sûr, parce qu'il n'y a pas de banque, on est sûr de racheter. Et 9 fois sur 10, le cédant dit, non, je vais passer avec vous, quitte à prendre un peu moins d'argent, au moins c'est sûr et certain. Et c'est le créneau, comme tu le disais tout à l'heure, où en fait, à ce créneau-là, ceux qui ont du cash ou des fonds, par exemple, c'est les boîtes plus grosses. Dans ces créneaux-là, en général, les gens ont recours à un prêt. Ou quand tu as du cash, tu l'utilises rarement quand même pour racheter des boîtes à ce niveau-là. Donc c'est vrai que se placer sur ce créneau, c'est un micro-marché, dans le micro-marché, qui lui-même est des boîtes avec des critères spécifiques. Enfin, quand j'ai commencé à discuter de ça avec vous, pour moi, c'était un micro du micro du micro du micro, mais c'est pour ça que ça marche aussi bien, quoi. C'était tellement recherché que ça marchait très très bien. C'est ça, aujourd'hui en France, il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'entreprises à vendre. Nous, on rachète vraiment des choses très très spécifiques. Donc c'est ce qu'on recherche, c'est la goutte d'eau dans l'océan. Heureusement, on en trouve et on recherche vraiment des pépites qui correspondent exactement à nos critères. Et quand tous les critères sont réunis, c'est la superbe affaire, c'est ce qu'on recherche à chaque fois. D'ailleurs, tu connais, c'est comme dans l'immobilier, les investisseurs, ou les gens qui veulent investir, qui disent oui, mais si c'est une si bonne affaire, pourquoi ils la vendent? Tu la connais cette question? C'est classique. Donc je sais que je l'ai, là je vais encore plus l'avoir, surtout que tu dis on cherche des boîtes rentables, qui fonctionnent, tout va bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi on l'achète aussi peu cher? Il faut expliquer le concept. Je peux répondre en 2 parties. La première partie, c'est pourquoi le prix est bas. Eh bien, c'est comme en immobilier. Par exemple, on sait très bien qu'une bonne affaire, ça peut être fait suite à une succession. Les héritiers ne connaissent pas la valeur du bien, c'est vendu très en dessous du prix du marché. Ça peut aussi être un divorce. Les gens ont besoin de vendre vite, donc ils vendent pas cher. Donc il y a plein d'anomalies de marché. Ça peut aussi être un agent immobilier qui se trompe dans son estimation. On va dire ça pour le moment, c'est les événements communs qui sont pareils dans l'immobilier finalement. Exactement, c'est comme en immobilier, la vente d'entreprise, parfois il y a des bonnes affaires, c'est comme ça, comme dans tous les marchés. Et ensuite, la deuxième partie de la réponse, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'une boîte est rentable que la personne qui la possède a envie de la garder. Cette boîte, par exemple, elle avait été créée 10 ans auparavant par son fondateur et il en avait simplement marre. La société fonctionnait très bien, elle se développait, mais il y a un moment, et je pense qu'on l'a tous vécu dans nos vies professionnelles, quand on fait quelque chose depuis 10 ans, on a envie de tourner la page. Et donc une bonne manière de tourner la page, c'est de vendre son activité. On touche un beau chèque, on se libère aussi d'une certaine pression, d'une contrainte,
et on passe à autre chose, et avec l'argent qu'on a gagné, on peut passer à autre chose. Et il ne faut pas oublier aussi que comme on rachète des boîtes qui sont déjà rentables, ça fait déjà des années que le cédant touche tous les ans de beaux revenus et de beaux dividendes. C'est pas quelqu'un qui vend pour sortir de l'argent d'un coup, c'est déjà des gens qui sont installés, tout va bien, et donc voilà, ils sortent. Donc on a différents types de vendeurs. On a la personne qui est fatiguée, qui en a marre. On a la personne qui est multi-entrepreneur. Donc on a par exemple cette boîte-ci, le cédant avait 3 boîtes et il avait envie de vendre celle-ci parce qu'il avait envie de prioriser les 2 autres où ça lui correspondait mieux. Je l'ai rencontré, très sympa, il m'a parlé des autres activités, il est très content d'avoir vendu, il espère même peut-être vendre les prochaines aussi. On parlera juste après d'ailleurs du dernier point avant qu'on l'oublie, la différence entre vous, vos compétences que vous pouvez faire et le type de boîte chercher et les compétences de vos vendeurs. Il y a une différence là-dessus sur jusqu'où une personne est capable d'amener une boîte. Ce point est intéressant. Et en fait, c'est vrai que oui, tu as raison, il y a certaines personnes qui sont très douées pour faire passer une boîte de 0 à 1 million. Mais ce n'est pas les mêmes compétences qui permettent de faire passer la boîte de 1 million à 10 millions. Et donc, moi, par exemple, je sais que je ne suis pas forcément la bonne personne pour démarrer une activité de 0 et l'emmener à 1 million ou 2 de chiffre d'affaires. En revanche, je pense que je suis plutôt pas mauvais pour faire passer de 1-2 millions à 5-10 millions. Et peut-être qu'après, c'est le bon moment de vendre, parce que peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour faire passer de 10 millions à 100 millions. À chaque fois, ce sont des compétences différentes et c'est un signe d'intelligence de la personne qui nous vend une boîte de reconnaître qu'il a fait sa part. Et puis en fait, non seulement c'est plus quelque chose qu'il apprécie, mais c'est aussi quelque chose dans lequel il n'est pas bon. Et donc mieux vaut vendre plutôt que de se heurter à un plafond de verre et de ne pas réussir à développer plus loin, simplement parce qu'on ne sait plus faire. Il faut se dire que le créneau sur lequel on est, aujourd'hui, monter une boîte, tout le risque est là en fait. Nous en fait on achète des boîtes où 90% du risque est éliminé. Trouver le bon produit, trouver le bon marché, trouver les bons process, trouver la bonne façon de le distribuer, la bonne façon de le montrer. En fait une fois que tu as passé tout ça, et c'est les boîtes qu'on rachète, tu as éliminé une bonne partie des risques en fait. Tu te dis ok, je rachète un truc qui juste marche déjà et tu le montres à plus de monde. Moi je sais que je suis comme toi, j'ai plutôt les compétences pour passer des boîtes de 1 million à 8-10, que mon groupe est arrivé à peu près jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je n'ai jamais monter une boîte ou fait une boîte qui avait 200-300 salariés et passer 10 millions à 100 millions, donc je ne sais pas faire. En revanche, créer, je pense que ça serait plus difficile pour moi de partir dans un nouveau marché, de créer. En revanche, prendre quelque chose qui marche déjà avec des compétences que j'ai déjà, comme les boîtes qu'on rachète, pour moi, ça me paraît beaucoup plus facile aussi, comme pour toi. Ouais, en fait, on rachète les survivants. Au début, il y a peut-être 100 boîtes qui se sont lancées, il en reste 5 sur ce domaine et on rachète une des 5. Et c'est vrai que, évidemment, on paye le prix d'achat. On l'a vu qui n'est pas si élevé que ça, mais en fait ce prix, c'est le fait qu'on élimine le risque de faire partie des 95 boîtes qui ne sont plus là aujourd'hui. Donc c'est vraiment phénoménal comme rapport entre risque et bénéfice. Et c'est quoi votre vision en rachetant ces boîtes ? Je parle votre vision à vous deux d'abord pour le moment, dès le départ, et après j'expliquerai ma vision avec vous et pourquoi est-ce que je vous ai rejoint en tant qu'associé. Notre vision, c'est vraiment d'être des spécialistes de la reprise d'entreprise pour Christophe et du digital pour moi, et de mettre à profit nos compétences de la meilleure manière qui soit. Et la meilleure manière qui soit, ça a été évidemment, ça tombe sous le sens quand je le dis, de reprendre des entreprises digitales. Et ensuite, c'est intellectuellement très intéressant, parce que plutôt que d'avoir une boîte et de mettre son énergie à la développer, au bout d'un moment, ça peut être fatigant parce qu'on est sur le même sujet tous les jours, tous les mois, toute l'année, et c'est peut-être comme ça qu'au bout de 5 à 10 ans, on est fatigué, on n'en peut plus. Nous, aujourd'hui, on a la chance, avec les 10 boîtes qu'on a, de traiter des sujets très différents. Et intellectuellement, c'est très intéressant, c'est très varié, et en plus, c'est aussi rentable, puisqu'on trouve des solutions ou des idées dans certaines boîtes qu'on peut appliquer dans les autres. Et donc, je pense que c'est un peu fini le modèle de la personne qui avait sa boîte et qui faisait 30 ou 40 ans de carrière et qui terminait avec. Aujourd'hui, on voit que les gens, au bout de 10 ans, 15 ans, préfèrent revendre leur boîte et partir sur autre chose. Et on voit qu'il y a beaucoup, surtout chez les jeunes, il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs boîtes. On a racheté beaucoup d'entreprises à des multi-entrepreneurs qui ont plusieurs boîtes. Et c'est vraiment cette nouvelle façon de faire, contrairement à l'époque où on avait sa boîte et on l'a gardée pendant 30 ans jusqu'à sa retraite. Ça existe quasiment plus en fait. Et d'un point de vue financier, c'est-à-dire votre but, c'est quoi ? Constituer un portefeuille d'entreprises et les vendre dans 5 ans, les garder et ne jamais les vendre.
C'est quoi votre objectif? Notre but, c'est plutôt de les garder et de jamais les vendre. On n'a pas de raison de vendre quelque chose qui nous amuse, qui se développe, qui verse de beaux dividendes tous les ans. Mais évidemment, si demain on a pour une boîte ou pour une autre une belle proposition, ça peut être d'un concurrent, ça peut être d'un fonds d'investissement. Si c'est une meilleure opération pour nous de vendre que de garder, évidemment qu'on vendra sans problème. Mais le but, c'est plutôt comme ce qu'on a fait en immobilier, de garder et de se construire un beau patrimoine sur la durée. Ok, je sais que j'en parlais, tu as une petite fille qui est en bas âge, je sais qu'on en parlait il y a quelques jours et tu me disais en fait moi mon but, ça serait, parce que tu en prévois un deuxième d'enfant, ça serait que mes enfants puissent reprendre la boîte. Donc en fait, il faut comprendre que c'est une vraie vision long terme, quoi. C'est pas on fait un one shot, dans 3 ans on a vendu, sauf s'il y a une belle proposition, ou sauf à mon avis si, comme tu le disais, il y a une boîte qu'on a amenée de 1 million à 10 millions. Au-delà de 10 millions, on voit qu'on ne sait pas faire, on voit que l'énergie et le temps qu'on y met n'apportent pas les mêmes résultats que de racheter une boîte à 1 million et de la faire monter. C'est le point sur lequel je viendrai et pourquoi moi personnellement, j'ai ralenti mon temps de travail dans mes propres boîtes pour passer plus de temps de travail dans ces boîtes-là. Tu verras qu'il y a une logique de taux horaire en fait, de taux horaire et d'énergie vs résultat. Ceux qui me connaissent, je parle beaucoup de rapport risque, rendement, énergie et résultat, et là pour moi c'est le meilleur rapport que j'ai trouvé. Donc ce dont on va parler tout à l'heure. Alors nous on a terminé cette journée ici, demain on va dans les bureaux d'une autre boîte qu'on vient juste de racheter, c'est de la cosmétique pour le coup. On est à Paris. Dans celle-ci, on aura notre board avec Christophe, l'autre associé et Guillaume. On sera tous les trois, on va passer en revue les chiffres de toutes les boîtes, tu vas voir les performances, tu vas voir comment on a poussé certaines boîtes, c'est vraiment fou quand tu vas voir ces chiffres-là. On présentera l'autre activité. Moi, je t'expliquerai ma vision, pour quelles raisons je les ai rejoints, pour quelles raisons je suis passé d'investisseur passif à associé plein et pourquoi est-ce que je mets mon temps de travail et mes compétences digitales aussi à l'intérieur de ces boîtes. Et on parlera aussi des nouvelles stratégies de développement qu'on a, ce qu'on est en train de structurer actuellement pour pouvoir financer plus de boîtes, parce que là on a un deal flow qui devient assez important, et on t'expliquera comment est-ce qu'on finance ces boîtes et ce qu'on projette de faire dans les années à venir. Je te rappelle qu'on organise le sommet de la reprise d'entreprise, ça n'a jamais eu lieu en France, c'est un sujet qui est pourtant demandé par beaucoup de gens depuis longtemps, et pourtant très peu en parlent en France, donc on fait le tout premier sommet de la reprise d'entreprise du 6 au 8 septembre. Donc je te rappelle qu'on va parler de ce sujet pendant plusieurs heures, pendant 3 soirs. On t'expliquera comment trouver ce type de boîte, on rentrera plus loin dans le détail sur les business qu'on rachète. On te présentera notre avocat spécialisé en M&A, des personnes qui ont revendu des boîtes, des personnes qui en ont racheté, notre broker également. Bref, on parlera tout. Donc tu peux t'inscrire juste dans la description. Vas-y, on peut faire la compétence si tu veux. Ouais, t'as 2 minutes encore parce que Guillaume il est au téléphone depuis 10 minutes. Je crois qu'il est en train de gérer une merde. Donc on va attendre encore un peu. Attends, je vais aller voir où il en est. Ouais, ça marche, mais écoute, on verra. Ouais, mauvaise nouvelle, là, on a 2 conteneurs qui devaient arriver du port dans 10 jours, mais en fait, ils arrivent dans 2 jours. Et le problème, c'est qu'on n'a pas la place dans l'entrepôt pour mettre le matos. Donc là... Ça arrive souvent ce genre de truc? Non, bah, c'est la première fois que ça arrive. Mais là, je sais pas comment faire, parce que du coup, on n'a pas de place pour mettre les 2 compteurs qui arrivent, quoi. Et c'est déjà arrivé un cas où vous êtes full? Alors oui, c'est déjà arrivé qu'on soit full, mais du coup, les conteneurs arrivent dans plusieurs jours, donc on a le temps de vider l'entrepôt. Okay. Et là, ils arrivent avec quasiment 10 jours d'avance, donc c'est compliqué, quoi. Donc on pourrait les laisser stocker au port, là où ils sont arrivés. Mais le problème, c'est que c'est 500 € par jour et par conteneur. Donc on ne va pas payer ça pour juste laisser des conteneurs garés sur un port pendant 10 jours, ça n'a pas de sens. C'est quoi les autres options? Bah écoute, on peut faire une opération spéciale sur le site pour liquider du stock. Mais pareil, d'un côté on perd de l'argent à payer du stockage au port, de l'autre côté on perd de la marge à faire une opération de stockage. Si par exemple tu liquides en opération flash, en gros c'est quoi la marge sur laquelle on s'assoit et sur combien d'objets au total? Bah j'ai pas l'idée de la marge comme ça, mais c'est énorme parce que de toute façon, tout le stock, on va le vendre. C'est sûr et certain, on va le vendre à tarif plein. Donc chaque euro qu'on perd en déstockage, c'est une pure perte qui sert à rien. Ça serait beaucoup plus important que le coût du port? Je pense que oui. Ok. Et autre option? Si on laissait le stock entreposé là sous le préau, on n'a jamais fait ça, mais après, on n'est pas visible de la route. Il y a des caméras? Il y a des caméras, on n'est pas visible de la route. Il faut juste faire attention aux intempéries, il n'y a quasiment aucun risque de vol. Personne ne peut nous voir d'ici. Et ça craint ça? Je prends un exemple en termes d'assurance. S'il arrive quelque chose au matos, en assurance, ils prennent rien, non? J'avoue qu'effectivement, là, ils ne prendront pas si jamais on se les fait voler. Mais d'un autre côté, si on fait le prorata entre le risque de vol et le prix de la marchandise, ça revient beaucoup moins cher que de payer le stockage au port. Ah ouais? Donc ce serait peut-être la meilleure solution. Ok, ouais, donc en soi, si on classe les 3 options,
la moins coûteuse, même si on se fait voler ou qu'il y a de la pluie et qu'on perd toute la marchandise, ça revient moins cher que les deux autres options. Ouais, d'autant plus que s'il y a de la pluie, on ne perdra pas toute la marchandise. À la limite, on perdra celle qui est exposée au côté où il y a la pluie, mais tout ce qui est à l'intérieur, ce ne sera pas touché. Donc, Après, on peut la protéger, efficacement. Et ça serait une histoire de combien de temps on la stocke ici? Combien de temps ça prendrait pour vider suffisamment de stock pour la faire rentrer à l'intérieur? À mon avis, vider 2 conteneurs au rythme où on vend, il y en a pour une semaine. Donc ça resterait dehors une semaine. Un risque de 5 à 7 jours. Ouais, voilà. Après, on peut forcer un petit peu et gagner un jour ou deux, donc peut-être 4-5 jours. Bah, ça me paraît... faut poser les chiffres. Faut poser les chiffres un peu plus en détail, mais ça me paraît quand même être la meilleure option. Bah, si tu veux, t'as une meilleure idée que moi des chiffres, mais... Ouais, on va au bureau, on pose les chiffres et puis on voit ce qui est le mieux à faire. On allait faire la conclusion avec Loris pour pouvoir partir et attaquer la suite. Mais écoute, on conclut et on voit ça tout à l'heure. Ça marche, ok. J'ai filmé au cas où, on sait jamais. De quoi? Si j'avais voulu laisser dans la vidéo, parce que j'ai filmé. Ah ok, tant mieux, ça tombe bien. Aujourd'hui c'est terminé avec cette boîte, demain on t'amène voir une autre boîte qui est une boîte de cosmétiques qui a été rachetée elle beaucoup plus récemment, qui est une très vieille boîte, très vieille marque. Très content de l'avoir racheté. Donc demain tu rencontreras Christophe, l'associé de Guillaume, et on parlera d'autres sujets, notamment des chiffres de toutes les boîtes, et je t'expliquerai ma vision et comment je vois cette activité pour moi actuellement, comment je vais m'y impliquer et comment je pense que ça va transformer mon patrimoine dans les 2 prochaines années. Voilà. À demain. Bah non, pas à demain, je suis con. À de suite pour lui. Changement de décor, on est dans le 16e arrondissement de Paris. On va te présenter une autre marque qui a été rachetée très récemment. Tu vas voir que par rapport aux produits d'hier, ça n'a rien à voir et je pense que tu vas être surpris par ce que c'est. Très vieille marque en tout cas. Mesdames, vous avez peut-être déjà une idée à mon avis. Salut, tu vas bien? Ça va? Super. Et Lopez. Salut, ça va? Très bien. Caméra Christophe, que tu n'as pas vu hier. Guillaume, tu as vu ses épaules et sa nuque. Et Kevin, qui est le directeur général de l'entreprise. On va te faire visiter les bureaux avec Christophe, Guillaume et Kevin, mais tu vas commencer à comprendre un petit peu, peut-être on peut donner des indices, juste ici. Tu vas commencer à comprendre un petit peu ce que c'est. Si tu me connais depuis longtemps dans l'immobilier, tu dois te demander ce que je fais dans une boîte de maquillage et de cosmétiques, eh bien tu vas comprendre. Alors, on a pris le parti hier de te partager juste les chiffres de la boîte parce qu'ils étaient importants et qu'on l'avait acheté déjà depuis plus d'1 an. En revanche, tu as vu, on t'a pas donné le produit ni la marque pour des raisons de confidentialité. Là, complètement différent, la marque, on vient de la racheter. C'est une marque établie depuis très très longtemps. Donc on a pris le parti de te montrer les produits, de te montrer la marque. En revanche, on ne pourra pas te partager les chiffres parce qu'on ne peut pas faire les deux. Voilà. Et puis ici, on a l'ensemble de l'équipe qui travaille donc sur la partie marketing, développement produit, logistique, etc. Donc on a des bureaux qui sont assez grands et qui font presque 200 mètres carrés. On a 6 personnes qui travaillent ici, c'est ça? On a 6 personnes qui travaillent ici à plein temps, effectivement. Messieurs, allons-y. Nous sommes 3, on a du maquillage et on va parler business. Bon alors les amis, tu as rencontré Guillaume hier, aussi Christophe, son associé, il t'a parlé un petit peu de lui, mais Christophe, tu vas peut-être te représenter rapidement pour parler de ton parcours. Ensuite, on va parler de l'histoire de la marque, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette marque-là, comment est-ce qu'on en est venu à être actionnaire, quels sont les projets de la marque, qu'est-ce qu'on prévoit de faire avec, les stratégies utilisées, bref, où est-ce qu'on compte amener la boîte. Enfin, on va vraiment te parler de stratégie, de développement et de business pur sur cette marque. Et ensuite, on aura notre board mensuel. Et lors de ce board mensuel, on parlera de toutes les autres boîtes du groupe et des chiffres, des problèmes qu'on a pu rencontrer. Enfin bref, il y aura beaucoup de choses. Donc Christophe, en quelques mots, si tu peux te présenter. Donc Christophe, 44 ans, a beaucoup de similitudes avec ton parcours. J'ai commencé dans l'immobilier, j'ai acheté pas mal d'appartements sur la même stratégie. Je coupe quand il dit pas mal, on dépasse largement la centaine. Je précise, c'est un gros investisseur IMO. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Ouais, mais moi je le précise parce qu'ils sont fans d'IMO, donc il y a pas mal et pas mal. Ouais. Complètement. Et depuis quelques années avec Guillaume, effectivement, on reprend des boîtes. L'idée est venue parce que Guillaume a un parcours digital. Et en fait, moi, j'ai repris des boîtes pour des grands groupes dans le passé pendant 5 ans. On a fait une 50aine d'acquisitions. Donc, j'avais vu ça de l'extérieur, je l'ai fait pour d'autres. J'ai trouvé que c'était assez magique de pouvoir acheter des boîtes à un certain multiple et de pouvoir les valoriser différemment après. Et donc, quand on en a parlé ensemble, c'est devenu assez naturel de se dire on va faire ça avec une dominante digitale pour essayer de profiter de l'expertise qu'on a tous les deux. Ok. Ce qui est important à comprendre, je vous en parlais tout à l'heure, je dis quand j'étais ado et que je commençais à peine à m'intéresser au business,
Je comprenais pas quand je lisais dans des bouquins spécialisés comment il y avait des PDG qui d'un coup vendaient des pneus et après c'était des PDG dans la parfumerie. Je me disais mais en fait ils comprennent rien aux pneus ni à la parfumerie. Et en fait je me retrouve aujourd'hui actionnaire d'une boîte de maquillage alors que je ne comprends rien au maquillage. Et hier on parlait de jouets premium et ensuite on va parler de textile. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez voulu racheter cette boîte de maquillage ? En fait, je pense que dans tous les business, et c'est valable pour l'intégralité des business, qu'il faut arriver à comprendre et à craquer et à améliorer, c'est l'acquisition. C'est vrai dans ton business historique aussi. C'est d'arriver à faire venir un flux de trafic de personnes qui sont intéressées pour acheter un produit. Et que ce soit des gens qui sont intéressés pour acheter des pneus, du maquillage, des vêtements, peu importe. Et donc c'est vraiment ça, c'est cette compétence d'arriver à vendre et marketingement d'arriver à convaincre des gens qui sont venus visiter notre site, puisque nous, on est en train de parler de marque digitale. C'est vraiment cette compétence qui est super importante pour l'intégralité des gestionnaires. Et puis après, bien sûr, il y a toute la partie financière, mais qui est au final relativement facile quand on arrive à faire venir du trafic important sur n'importe quel business. Je me rappelle la première boîte que j'ai voulu monter, j'avais 23 ans. Quand je venais d'acheter mes biens et je voulais partir, j'étais CGP. Et je m'associais avec un pote CGP qui était dans la même boîte. On a voulu monter cette boîte et je me rappelle pour lever des fonds, la première fois, on nous a dit, mais à partir de maintenant, vous n'êtes plus gestionnaire de patrimoine, vous ne faites plus ce métier, vous faites du marketing et vous faites du dev. Et en fait, il dit, maintenant, vous ne servez plus à rien, entre guillemets, le produit est monté, vous ne servez plus à rien. Et là, j'ai compris que, même moi, dans mes métiers, dans mes boîtes, tu fais de l'IMO au début pour constituer, mais en fait, après, tu fais surtout du marketing, de l'acquisition, du dev, etc. Et en plus, dans la reprise là, pour refaire le parallèle sur l'IMO, c'est qu'il y a beaucoup de similarités avec ce qu'on fait en immobilier. En immobilier, on achète un immeuble idéalement, et puis on va essayer d'exploiter un peu différemment, faire un peu de courte durée dedans, ou découper différemment, essayer de créer un petit peu de valeur. Mais c'est assez limité, puisque dans ton immeuble, tu peux faire quelques améliorations, mais au bout d'un moment, t'es vite limité sur ce que tu peux faire. Les boîtes, en fait, on n'a pas de limite. Puisqu'on peut développer des nouveaux produits, marketer mieux un produit, ouvrir des nouveaux pays, etc., etc. Donc c'est vraiment, on utilise un certain effet de levier comme on a sur l'immobilier, et ensuite on a un champ des possibilités qui est beaucoup plus ouvert que celui qu'on peut avoir dans l'immobilier. Comment vous avez trouvé cette marque et pourquoi celle-ci ? C'est assez marrant parce que c'est ce que tu disais juste avant, c'est qu'en fait cette marque elle a un truc qui est génial, c'est qu'elle a fait des produits qui sont absolument top. Nous on ne sait pas faire ça. On ne sait pas faire les produits, on ne sait pas faire le développement produit pour du maquillage. Tu as dit que tu n'y connaissais rien, on n'y connaît rien non plus à la base. Mais ce qu'on a repéré très vite, c'est que cette marque, elle s'est positionnée. Alors, c'est pas une marque ultra luxe, mais c'est une marque luxe avec des très bons produits, très bien reconnus, qui fonctionnent très bien au niveau des clientes, mais elle n'a pas assez d'exposition. Donc aujourd'hui, cette marque, au moment où on la rachète, elle est principalement distribuée en pharmacie, en France, à l'international, on est distribué dans 32 pays aujourd'hui. Donc c'est une marque, on fait 67% du chiffre d'affaires en dehors de la France. Donc c'est des chiffres qui ne sont pas forcément habituels dans les reprises qu'on prend. Mais ce qui nous a vraiment intéressé très vite, c'est boîte rentable, qui fait déjà un volume intéressant, qui a des très beaux produits et qui ne fait pas de digital. Et une histoire de marque incroyable. Une histoire de marque incroyable. C'est ça qui m'a plu aussi beaucoup, c'est racheter une boîte qui a plus de 140 ans, avec à ces montants-là, entre guillemets, on ne pourra pas donner les montants, mais entre guillemets, à ces montants-là, c'était une sacrée opportunité. Complètement. Avec en plus toute l'histoire, comme tu dis, qui est derrière, mais qui existe encore. C'est-à-dire que la pharmacie dans laquelle le produit a été développé il y a 145 ans, elle existe encore à Paris. On va la mettre en photo. Vous la verrez en photo, c'est marqué, c'est ici que Thé Leclerc a été créé. C'est une marque qui demande qu'à revivre. En fait, historiquement, elle a été reprise par de multiples fonds au travers de gros portefeuilles. Et c'était une petite marque pour ces fonds, ces gros portefeuilles. Et ils l'ont laissée un petit peu à l'abandon. Donc c'est pour ça que pendant un moment, elle a baissé. Malgré tout, elle a une aura qui est toujours existante. Si vous parlez aujourd'hui de Thé Leclerc autour de vous à quelqu'un qui fait du maquillage, il connaît forcément Thé Leclerc. Nous, on est surpris du nombre de personnes qui connaissent Thé Leclerc aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires, surtout mesdames, mesdemoiselles, vous nous direz dans les commentaires si vous connaissez ou si vous consommez. Oui, complètement. Et ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, voilà, tout est fait. Et maintenant, nous, ce qu'on sait faire, c'est amener du trafic, la fameuse acquisition dont on parlait tout à l'heure, amener du trafic en masse pour arriver à faire connaître cette marque beaucoup plus, la rajeunir, puisqu'elle a été beaucoup communiquée il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est l'inconvénient, entre guillemets, des marques historiques qui, par moment, vieillissent avec leurs clients. Il faut repositionner l'image, etc. Ça prend un peu de temps et des moyens. Donc, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de travailler sur l'acquisition. Aujourd'hui, il y a 10% du chiffre d'affaires, péniblement 10% du chiffre d'affaires qui est fait en digital. Notre objectif, c'est que dans 12 mois, on fasse 70-80% du chiffre d'affaires en digital. On a des marques qui amènerait du coup à quasiment à doubler le chiffre d'affaires en fait, total. Même plus c'est que l'ambition. Ça. L'ambition, c'est de faire beaucoup plus que ça. C'est ce que j'allais dire juste après, c'est qu'on a des marques concurrentes qui se sont développées plus récemment, qui ont un produit moins qualitatif, en quantité moindre, vendu plus cher,
et qui font des 6, 7, 8, 9 fois notre chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a un marché qui est là, que ce soit en France, que ce soit à l'international. Et vraiment, l'ambition, c'est d'arriver à multiplier cette marque par 4, 5, 6 sur les 3, 4, 5 années qui viennent. Systématiquement, la théorie, quand on rachète, c'est ça. Après, je ne dis pas qu'on y arrivera tout le temps. Sur certaines marques, on fera beaucoup mieux. Sur d'autres, malheureusement, on fera un petit peu moins bien. Mais ça fait partie de celles où on est très optimiste. C'est quoi les premières actions dès que vous rachetez une boîte? Alors, mis à part la financer et lever les fonds, donc j'en fais partie, je le sais. Mais après cette partie-là, premières actions que vous mettez en place, c'est quoi, notamment dans celle-ci? Alors, premières actions, c'est assez simple, c'est absolument rien faire. On a appris que si on touchait quelque chose au début, en fait, on ne maîtrisait pas suffisamment les choses et qu'on n'avait pas assez de recul, puisqu'on fait une phase, ce qu'on appelle de due diligence avant, donc on étudie les documents, la stratégie de la société pour voir si on l'achète, mais au moment où on achète, on est encore loin d'être spécialiste et de comprendre tous les rouages de la société. Donc en général, pendant 2, 3, 4 mois, on demande à nos DG, et nous on fait la même chose, d'observer, de regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas, de faire un peu un rapport d'étonnement et de surtout rien changer au début parce qu'on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et puis petit à petit, on identifie ce qui marche bien. Donc cette partie-là, on essaye de l'optimiser, mais on fait surtout en sorte qu'elle continue de bien marcher. Et puis on commence à avoir des idées de choses qui vont pouvoir être améliorées, soit en changeant un petit peu ce qui était fait historiquement par la marque, soit en ouvrant des nouveaux canaux, comme par exemple la partie digitale. Donc là, typiquement sur cette marque-là, on est propriétaire depuis quelques mois, on a beaucoup observé, on a eu pas mal de challenges, on a découvert des choses positives, négatives comme d'habitude. Et là, on est très clair sur ce qu'il faut faire. Il faut qu'on pousse très très fort sur le digital dans plusieurs pays, en plusieurs langues. Donc on est occupé à créer beaucoup de ce qu'on appelle des créatives dans notre métier. Donc c'est des publicités pour les réseaux sociaux. Ouais. On est en train de le faire en masse. Et ensuite, c'est un jeu de volume. On va tester ça, tester ça, tester ça. Ensuite, c'est de l'analyse de données, de l'analyse de data pour voir ce qui marche pas et faire plus de ce qui marche et couper ce qui marche pas. Donc, on est dans cette phase d'accélération. On connaît bien ce domaine et j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que moi, je m'implique de plus en plus dans ces activités? Je disais, en étant investisseur passif, à maintenant faire partie du board, prendre des décisions, etc. et contribuer aux stratégies des boîtes. C'est parce que, à nous trois, humblement, les 10 dernières années, on a généré plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le digital. Donc on a eu quasiment 20 boîtes qui ont été fondées, rachetées ou revendues à nous trois. Et une grosse partie de ce chiffre d'affaires a été générée par des créatives sur les réseaux sociaux. Si tu me suis, peut-être que tu en as déjà vu passer de moi. Des fois, on énerve un petit peu, je le sais. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en fais plus. D'ailleurs, cet été, j'ai beaucoup calmé pour faire plus de YouTube. Mais voilà, donc on en fait beaucoup. Donc c'est un vrai métier à part entière. Ce sont de vraies compétences. Mais c'est des compétences qui peuvent vraiment faire exploser les boîtes. Et on le sait, je le sais aussi, et c'est pour cette raison qu'on achète ce type de boîte. En complément de ce que dit Christophe, quand au début on touche rien pendant plusieurs mois, c'est important de comprendre qu'on rachète que des boîtes qui sont déjà très rentables. Donc c'est pas comme si on rachetait des boîtes en difficulté, où il faudrait pressé de faire quelque chose. Ouais. Là, ce sont des boîtes qui gagnent déjà beaucoup d'argent, donc on n'a pas de raison de venir tout révolutionner. On rachète, on observe, la boîte fonctionne très bien et notre travail, ça va être d'optimiser, d'augmenter, d'améliorer et pas de tout révolutionner. On ne peut pas donner de chiffres exacts parce qu'on a montré la marque comme je l'ai expliqué, mais dans vos projections, on va dire sur 3 à 5 ans, ça serait quoi le multiple potentiel de la valorisation de cette boîte avec les stratégies que vous comptez mettre en place? Parce que je vous rappelle, on en a parlé dans la précédente boîte, on en a parlé hier parce que tu n'étais pas là. Guillaume l'expliquait que la valorisation d'une boîte seule, comme celle-ci avec ce chiffre d'affaires, demain on multiplie le chiffre d'affaires et on la met dans un groupe, elle n'a plus du tout la même valo. C'est quoi vos projections sur 3-5 ans? On pense qu'on pourrait revendre cette marque si on décidait de la revendre. Encore une fois, c'est pas du tout prévu. Ouais, le but, c'est tout garder. On sera très content de la garder des années et des années. Mais si on devait la revendre, je pense qu'on pourrait la revendre 4 à 5 fois plus cher, non pas que le prix d'achat, mais que le multiple du prix d'achat. C'est-à-dire qu'on l'a racheté à un certain prix, à un certain multiple. Si on développe le chiffre d'affaires comme on l'entend, évidemment, le prix va être multiplié autant que le chiffre d'affaires l'est, mais le multiple va être multiplié aussi. Et je pense que le multiple, ce sera 4-5 fois le multiple de base. Donc c'est un double jackpot. Ouais, je prends un exemple chiffré qui ne représente pas du tout cette société, je le précise. Imaginons que la boîte a été rachetée 2 fois son EBE. Les projections dans 3 à 5 ans, c'est qu'on puisse la revendre 10 fois le BE, donc on multiplie par 5 le multiple, mais admettons qu'on ait multiplié par 3 le chiffre d'affaires pendant cette période, ce qui est d'ailleurs potentiel, bien ça veut dire qu'on a multiplié par 15 la valorisation. Donc imagine 3 à 5 ans, tu multiplies par 15, c'est quelque chose dans l'immobilier qui n'est pas possible. Au mieux, si déjà on fait une OP avec 50% de marge, on est royal au bar. Le faire sur x15, c'est littéralement impossible. Et c'est pour ça que c'est le meilleur des deux mondes.
c'est ce que tu décris, c'est un peu des chiffres de start-up, entre guillemets, sauf qu'on n'est pas sur une start-up, on est sur une société qui a 145 ans et qui est déjà très rentable. Et donc c'est le meilleur des deux mondes entre des sociétés qui sont basiques et sans potentiel et des start-up qui sont risquées à fort potentiel. Et nous, on est pile au milieu avec cette digitalisation de quelque chose de basique mais à gros potentiel. Bien parfait, on peut passer à notre board mensuel maintenant. Allons-y, c'est parti. Donc là, le but du jour, c'est de passer en revue tous les chiffres des boîtes du groupe, notamment les campagnes marketing. Il y a des campagnes d'influence qui ont été faites pour la première fois, donc voir un petit peu les chiffres qu'on a et si on peut améliorer les ROS. On va parler aussi également des campagnes ads, Google, Meta. Je sais qu'il y a eu quelques imprévus sur certaines boîtes, on va voir comment est-ce qu'on peut régler ça, histoire qu'on ne stoppe pas le chiffre d'affaires trop longtemps. Et puis c'est parti. Hein. Top. On peut commencer avec les chiffres de la pub Google. On a reçu le rapport mensuel là, du mois dernier. On rappelle, on travaille avec la personne qui gère toutes nos pubs Google. C'est quelqu'un qui investit aussi avec nous dans les boîtes et c'est un des meilleurs en France, donc on a des super résultats. Donc là, sur le mois passé, on a dépensé 2800 € sur Google. Donc on a donné 2800 € à Google pour que Google nous mette en avant. Et ces 2800 € ont généré 12 000 € de chiffre d'affaires. Donc à notre échelle, c'est pas génial, mais c'est une boîte qu'on vient de reprendre, donc on est en train d'accélérer. Sur on dépense pas beaucoup sur Google, mais on a de très bons résultats. Le mois passé, on a dépensé 1200 € seulement. En revanche, ça nous a rapporté 36 000 €. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on donne 1 € à Google sur cette marque, eh bien, on en ressort 28. Ensuite, on a donc sur le mois passé sur Google, on a dépensé 8 900 € donc de publicité Google et ça nous a rapporté 94 000 €. Donc là, c'est x10. À chaque fois qu'on donne 1 € à Google, on en récupère 10. Donc c'est très bien. Surtout ouais. Sachant que sur cette société, on a 54% des produits qui sont hors stock. C'est-à-dire qu'on est en rupture de stock sur 54% du catalogue et malgré ça, on réussit à dépenser 8 900 € et à ce que ça rapporte 94 000 € que sur Google. Donc là, le but pour les mois qui viennent, ça va être de restocker, d'avoir tout le catalogue en stock et ça devrait vraiment multiplier les chiffres. Et là, est-ce qu'on a été limité par le stock? Est-ce qu'on aurait pu augmenter le chiffre d'affaires encore? Là, on a été fortement limité par le stock parce qu'on a tout vendu et on a eu du mal à avoir un réassort dans les temps. C'est pas toujours facile d'avoir un réassort immédiat, ça prend parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois en fonction de là où vient le produit. Et donc effectivement, dès qu'on aura tout le stock, on pourra non seulement faire des publicités sur ce qu'on avait déjà, mais aussi sur tout le reste. Et là, ça va augmenter et le volume et la conversion. Là, tu estimes à combien, si admettons on avait un stock illimité, à combien on aurait pu monter de chiffre d'affaires pour ce même budget d'ads? À mon avis, on aurait pu faire x2, donc on serait monté à 200 000 € de chiffre d'affaires sur ça. Ah, c'est blasant ça. Mais ça montre les perspectives. C'est la rançon du succès, c'est que le problème quand on vend trop vite, c'est une bonne nouvelle parce qu'évidemment on génère du chiffre d'affaires et du revenu, mais il faut gérer la problématique de stock derrière. Donc c'est toute cette mécanique et il faut faire attention parce qu'on pourrait nous dire à ce moment-là, commander plus de stock dès le départ. Mais en fait, le stock, ça immobilise de la trésorerie et on ne sait jamais où on peut monter la pub. C'est-à-dire que imagine on commande 10 fois plus de stock, mais on vend que 5 fois plus, et on se retrouve avec beaucoup de stock, et c'est beaucoup de trésorerie immobilisée. Et donc on doit toujours trouver comme le meilleur rapport. Comme le pépin qu'on a eu, on se retrouve à se les mettre sous le préau. C'est ça. Il faut toujours trouver le meilleur rapport entre le volume de stock à commander, il faut que ce soit ni trop peu, pour que ce soit parfait. Et c'est très difficile. Donc parfois, on a trop de stock, parfois on n'en a pas assez. Et tout le travail, c'est de réussir à jongler avec les périodes, parce que Black Friday, Noël, il y a besoin de beaucoup de stock, il y a des périodes plus creuses. Voilà, c'est tout ce travail de gestion quotidienne qui est compliqué à faire. Je précise, cette boîte, parce qu'on te bip les boîtes, cette boîte, c'est la boîte qu'on a été voir hier. Est-ce qu'on peut mettre en place un système de précommande où, par exemple, le client achèterait moins cher? Au moins, vous êtes sûr du stock, vous arrivez à prévoir. On dit au client, voilà, vous serez livré dans 2-3 mois finalement, mais le produit, vous allez le payer 10 ou 15% moins cher. Ouais, c'est une super idée. Et en plus, ça nous permettrait d'encaisser l'argent tout de suite, alors qu'on paiera que le fournisseur qu'à la livraison. Donc, ça nous fait gagner de la trésorerie. Donc, ouais, on pourrait mettre ça en place. C'est une super idée. C'est une super idée. Donc, on leur dit, voilà, le produit sera disponible que dans 2 ou 3 mois. En revanche, en commandant tout de suite, vous avez une réduction.
Et on peut le tourner aussi en disant comme ça, vous garantissez votre place, vous garantissez que vous aurez le produit. Et effectivement, nous, ça nous fait gagner pas mal de trésorerie. Ouais, super idée. Et ça permet de faire des campagnes spécialisées, un peu flash, on va dire, avec un prix d'appel moins cher. Et une fois que la personne est dessus, elle va voir que les délais de livraison sont plus longs, mais je pense que pour le moins cher, les clients peuvent l'accepter. Puis ça permet d'avoir peut-être moins de variations de stock, d'être un peu moins limité par le stock. Ouais, et de ne pas avoir à couper les bonnes publicités si on a des ruptures de stock. Tant qu'on annonce clairement qu'il y aura un délai de livraison qui sera long et qu'on le justifie et que c'est totalement transparent pour le client, moi, ça me paraît être une super idée. On va réfléchir, on va peut-être le mettre en place aussi sur d'autres marques du coup, mais c'est une super idée. Ouais, ok. On va passer sur le marketing d'influence. On a une boîte où le marketing d'influence était assez mal fait et donc on est repassé dessus avec les équipes pour totalement modifier les choses. Et donc les résultats sont plutôt au rendez-vous. Alors pour comparer sur la période passée, il y avait eu 6 opérations de marketing d'influence. Ça nous avait coûté 3 000 € et ça nous avait rapporté 4 500 €. Donc c'est pas terrible. Ouais, Là on a tout repris, on a revu tous les process, on a absolument tout repris avec les compétences qu'on a des autres sociétés. Et donc on est passé de 6 opérations sur le mois à 26 opérations, donc beaucoup plus. Sur une seule boîte. Sur une seule boîte, ouais. Et on a dépensé du coup 7 000 € et ça nous a rapporté 58 000 €. Donc là on a fait x8 sur cette opération. Qu'est-ce qui a été modifié entre-temps ? En fait, c'est surtout les briefs. Ce qu'on appelle les briefs, c'est quand on contacte des influenceurs, on ne doit pas simplement leur dire « voici mon produit, voici ton chèque, parle de mon produit ». On doit vraiment leur donner tout un brief, toute une explication en disant « voici les points que tu dois mettre en avant, voici comment tu dois présenter le produit, voici ce que tu dois dire, comment tu dois le dire ». Parce qu'en fait, on se base sur l'historique et on sait ce qui a fonctionné. Et donc, on a optimisé ces briefs et les résultats sont là puisque les influenceurs sont plus, entre guillemets, en freestyle, à raconter les choses comme ils le sentent. Ils font exactement ce qu'on leur dit de faire et ils disent ce qu'on leur dit de dire de la manière dont on le dit. Et tu vois, le résultat est au rendez-vous. On passe d'un ROI qui est ridicule à x8. Et ça, c'est vraiment la compétence des équipes à avoir fait les briefs correctement. Le point qu'on n'avait pas couvert, qui est un point super important que chez nous, on en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, Christopher, c'est comment on fait pour faire entrer des nouveaux clients, puisque Google, c'est plutôt des clients qui nous connaissent et qui ont déjà une intention d'achat. L'influence, c'est une façon de faire entrer des nouveaux clients, mais notre grosse acquisition aujourd'hui, elle se fait principalement sur Facebook. Donc c'est quelque chose qu'on pilote toutes les semaines. Alors on a quelqu'un qui pilote ça tous les jours, et nous on a un reporting toutes les semaines pour voir où est-ce qu'on en est qu'il faut faire plus de créa, qu'est-ce qui marche pas, comment on peut plus pousser. Et donc tu vois, on a des marques sur lesquelles ça fonctionne très bien aujourd'hui. Donc on a des ROAS, donc des retours sur investissement, qui sont aux alentours de 5 en dépensant des budgets qui sont pas mauvais, qui sont entre 4 et 5 000 € par mois. Donc tu vois, ça fait quand même un petit peu de chiffre d'affaires. On a des marques où on est en train de démarrer Facebook, notamment Leclerc, la société dans laquelle on est aujourd'hui, où il y avait très peu de pubs Facebook. Donc là, on est dans la phase de démarrage pour vous montrer que tout ne marche pas toujours très bien. Ici, ils avaient 0 pub. Il y en avait un tout petit peu, mais c'était vraiment... Enfin, il faut imaginer, c'était quelqu'un qui vendait à des pharmaciens par l'intermédiaire de distributeurs qui a essayé de faire de la pub Facebook. Donc il a sponsorisé un peu au il hasard. a pris des agences, ça a été fait un peu au hasard, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc nous, depuis qu'on a repris, on fait pas mal de tests. Pour l'instant, les tests ne sont pas très concluants. Là, par exemple, sur la semaine passée, on a dépensé 2 500 €. On a eu un retour sur investissement de 1,5. Avec ça, on est tout juste break-even. Donc ça veut dire on paye les produits, on paye les gens, mais on ne gagne pas d'argent. Et donc on est en train de faire beaucoup de créa, parce que c'est le nerf de la guerre sur Facebook, c'est d'arriver à faire beaucoup de créa pour arriver à en avoir une ou deux qui prennent et pouvoir les pousser très fort. Donc on est dans cette phase d'accélération sur cette société, alors que sur une autre société, donc la société... On a craqué cette acquisition, entre guillemets, et donc là c'est une société où on commence à dépenser entre 1 000 et 1 500 € par jour, sur laquelle on a des retours sur investissement entre 5 et 7. Donc tu vois, ça commence à faire des chiffres qui sont très élevés sur le mois, puisqu'on a craqué cette acquisition. Et donc là, quand on est à cette étape-là, on fait ce qu'on appelle scaler. Ça veut dire qu'on commence à dépenser de plus en plus. Donc si un jour on dépense 1 000 et qu'on a un très bon retour sur investissement, le lendemain on va essayer on passe pas de 1 000 à 2 000, on passe de 1 000 à 1 100, puis à 1 300, puis à 1 500, puis à 2 000. Et donc on est en phase de scaling comme ça pour voir à quel moment on touche trop de monde et les gens commencent à trop nous voir et donc nos retours sur investissement sont en train de s'écrouler. Donc cette société-là, on vient de recevoir, je trouve que c'est intéressant maintenant, puisqu'on vient de recevoir là, dans les jours précédents, notre PNL. Donc PNL, c'est le compte d'exploitation depuis le début de l'année. Et donc, on propose de regarder un petit peu ça maintenant.
Bien sûr. Là, juste pour revenir sur la boîte précédente, donc là, le mois dernier, il y a eu combien? Entre 30 et 40 000 euros de budget dépensé? Là, il y a eu... Que sur Meta? Je l'ai par semaine, donc que sur Meta, il y a eu 20 000 et on a fait 130 000 euros de chiffre d'affaires dessus. Ok. Alors j'ai eu les chiffres, donc pour rappel, ça fait 9 mois seulement qu'on est propriétaire de cette entreprise. Donc j'ai les chiffres mois par mois et j'ai eu le PNL de la part du cabinet comptable. Donc c'est hyper intéressant. Sur les 9 mois depuis qu'on est propriétaire, il n'y a pas eu un seul mois où on n'a pas été en positif. Le pire mois, entre guillemets, on a fait plus 10% du chiffre d'affaires. Et le meilleur mois, on a fait plus 270%. Donc c'est quand même dingue puisque c'est une société qui était hyper rentable. On la rachète et directement on fait des chiffres qui sont quand même énormes. Hein. Plus 270% sur un mois, c'est un chiffre de start-up ou de crypto-monnaie, alors qu'on parle d'une boîte qui est très rentable depuis des années. Et comme on n'a pas donné le nom, on peut dire que c'est dans le textile. Exactement, exactement. Pour que les personnes comprennent que c'est un produit qui peut paraître classique comme ça et pourtant... Preuve qu'on peut gagner de l'argent dans des choses très classiques quand tout est bien fait, quand tout est bien géré, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et alors, là, je parle de l'augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, en général, quand on est comme ça en hyper croissance, ben, le problème, c'est que ça coûte cher et ça vient détériorer la marge. Là, j'ai eu les chiffres du cabinet comptable. Donc, on est passé d'une marge à 18%. Donc, ça veut dire que quand on fait 100 euros de chiffre d'affaires, une fois qu'on a tout payé, il y a 18% qui restent dans notre poche. Ça, c'était avant. On a eu cette accélération là sur les 9 mois et la marge est passée de 18% à 24,5%. Ça veut dire qu'on a non seulement amélioré le chiffre d'affaires, mais on a en plus augmenté la marge, alors que d'habitude, plus on pousse le chiffre d'affaires, plus on dégrade la marge, puisque forcément on doit investir beaucoup. Donc là, c'est une super Comment on peut nouvelle. l'expliquer? Augmentation des prix de vente, vous avez réduit des charges en interne par la mutualisation des coûts. Je veux juste rebondir d'abord sur ce que Guillaume a dit, parce que ça vous parle peut-être pas, mais il a dit la boîte faisait 18% de marge. Je vous invite à aller regarder combien de sociétés en France font plus de 18% de BE. Il n'y en a pas tant que ça. Donc 18, c'était déjà quelque chose d'exceptionnel. 24, vous pouvez aller voir, c'est encore plus rare. Qu'est-ce qui a été bien fait? Et bien, en fait, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant et c'est un peu les relevés qu'on a regardés ensemble sur la pub. L'acquisition sur cette société-là, notamment l'acquisition sur Meta, n'était pas forcément très bien faite. Pourquoi? Parce que l'ancien cédant le cédant avait développé une gamme produit qui était très bien. Il a très bien travaillé là-dessus. Il a très bien travaillé sur son copywriting. Pour le coup, lui, il avait très bien travaillé ses emails, mais il faisait confiance à une agence externe pour son acquisition cliente sur Meta qui était mal faite. Et donc, on a vraiment changé ça. Donc, la très bonne nouvelle, c'est qu'on a en plus rentré beaucoup de nouveaux clients. C'est pas comme si on avait mieux monétisé la base, ce qui est génial, mais là, on a surtout rentré beaucoup de nouveaux clients qu'on va continuer de monétiser dans le temps, puisqu'on a investi, tu as dit c'était dans le textile, donc on a un vestiaire qui est assez complet, et quelqu'un qui nous a acheté une pièce de ce vestiaire-là, quand il en est content, et ben, il va aller racheter déjà cette pièce-là plusieurs fois, et puis il va ensuite aller racheter les autres pièces. On est très positif sur ce qui va se passer, donc acquisition qui a super bien marché, on a dépensé beaucoup plus avec des meilleurs ROI, ce qui arrive normalement jamais, hein. Normalement quand tu commences à dépenser plus, tes ROI baissent, là c'est l'inverse. On a continué de faire des lancements pour augmenter la taille du vestiaire. Tu as dit que c'était dans le textile. On vient de lancer un short, par exemple, pour compléter la gamme. On n'avait pas de short dans notre gamme. On a fait 120 000 euros de chiffre d'affaires sur un week-end sur ce lancement de short, sans publicité. Donc, c'est uniquement sur la base email client existant. La force de la base mail. C'est la force de la base mail dont on parle. Ça, pour qu'ils comprennent bien, ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous vous êtes dit « Ok, maintenant, on lance un short ». C'était avant mon arrivée, donc comme ça, j'explique que je n'ai pas suivi cette partie. À partir du moment où vous dites « Ok, maintenant, on lance un short », le short existe, il y a les 120 000 euros encaissés. C'est quoi la timeline? Il se passe 6-7 mois et je pense que là-dessus, c'est une des choses qu'ils avaient très bien fait et le mérite ne nous revient pas. Parce qu'en fait, c'est une société très lean, très efficace. Il n'y a pas 14 stylistes qui donnent leur avis sur un short, machin. Non, on a une personne qui est spécialiste de ça, qui va aller chercher le meilleur fabricant en France et qui va développer avec ce meilleur fabricant un produit. Donc ça lui prend 3-4 mois, il y a des allers-retours avec des prototypes, des choses comme ça. Et puis ensuite, on prend le risque de choisir combien on en commande. Là, on n'en avait pas commandé assez puisqu'on a été en rupture le moment où on a lancé. Et parce que du coup, vous auriez pu faire plus que ça. On aurait pu faire plus, on a été en rupture, on a tout vendu.
Et donc, on reçoit les prototypes, on fait en général 1 ou 2 ajustements, puis ensuite on a notre produit qui est défini. On met 2 mois à le recevoir, et pendant ces 2 mois, nous, on réfléchit à la stratégie marketing qu'on va adopter pour faire la vente. Et donc, on arrive à le vendre au moment où on l'a en stock, au moment où ça rentre en stock, en général, on a notre lancement. Finalement, le produit, vous avez quasiment rien à dire parce qu'il marchait déjà avant. C'est les équipes en place qui connaissent le produit. Vous avez juste à voir si à la limite ça correspond avec l'angle marketing que vous avez en tête peut-être. En fait, c'est juste être sûr. C'est une marque qui a un angle marketing très spécial. Il faut absolument rester sur cette niche-là. Alors, j'aime pas dire niche parce que ça donne l'impression que c'est un petit marché, mais sur cette niche, on peut faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sans problème. Donc, c'est pas une niche au sens petit, c'est quelque chose qui a un argument marketing très fort et très identifiable. Donc, on fait en sorte de rester dans cette direction-là. Et on est super optimiste parce que tu verras, tu fais partie de cette société. C'est la pépite du groupe. Ouais, c'est la pépite. C'est celle sur laquelle on a beaucoup d'espoir. Ouais, on a 5 lancements encore d'ici la fin de l'année pour continuer puisque si on l'a fait avec les shorts, il faut le faire surtout, il faut décliner le vestiaire complet. Donc on est en train de le faire, on a plein de super produits qui arrivent là sur la fin d'année. Donc ça va être un carton absolu sur cette société. C'est encourageant ça-ci. Bon, et puisqu'on parle de... J'ai une très très bonne nouvelle et je voulais attendre que tu sois là pour te l'annoncer en face, pour voir ta réaction. J'adore les bonnes nouvelles, Guillaume. Là, franchement, c'est quand même exceptionnel. Alors, tu le sais, on veut lancer un nouveau produit sur cette marque. Et donc, on a fait le tour des fournisseurs et on a trouvé le fournisseur parfait. Donc là, c'est très bien, mais c'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ce fournisseur, il y a un petit problème, c'est qu'en fait, ça fait 3 ans que sa société perd de l'argent. Et là, le dirigeant va partir à la retraite et donc il comptait fermer et il allait du coup perdre de l'argent et il allait mettre ses 5 salariés au chômage. Je te vois venir, c'est pour ça que je souris. Vas-y, ça me plaît, l'idée me plaît là déjà. Et donc on lui a fait la proposition suivante. En fait, c'est quelqu'un, il a une très très belle boîte, mais il n'a pas su prendre le virage du digital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ses produits, il n'arrive pas à les vendre sur Internet. Et donc il va fermer et il va mettre 5 personnes au chômage. On lui a fait la proposition suivante, on lui a dit, écoute, on va travailler avec toi. Le simple fait que nous, on mette nos compétences dans ta boîte et qu'on te passe commande de ce que nous, on va commercialiser avec, eh bien, ça va, entre guillemets, rendre ta boîte immédiatement rentable. Mais lui, il voulait arrêter. Et donc, on lui a dit, on te reprend 90% des parts de ta boîte pour 1 euro symbolique, sachant qu'il allait fermer et que ça valait plus rien puisque ça perdait de l'argent depuis 3 ans. On garde tes salariés, on garde tout, on développe la vente en ligne, on t'apporte la clientèle, ce qui va faire exploser ta production, et donc tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que lui, au lieu de se retrouver avec rien et une perte, il se retrouve avec 10% d'une boîte rentable, et on sauve les 5 emplois, et nous, on a un super fournisseur qui nous appartient. Donc, et on a une boîte pour 1 euro. Et on a une boîte pour 1 euro. Et donc pour les investisseurs qui nous ont aidés à acheter c'est une excellente nouvelle, puisque du jour au lendemain, pour 1 euro, on augmente le chiffre d'affaires de plus d'1 million d'euros, puisqu'aujourd'hui il fait 1 million, mais ça va être beaucoup plus avec ce qu'on fait. Donc c'est une super nouvelle. Et c'est pas fini, le meilleur pour la fin. Comme il perd de l'argent depuis 3 ans, il a accumulé un déficit comptable de 250 000 euros. Ça veut dire que nous, en rachetant sa boîte pour 1 euro, non seulement on prend sa boîte, on prend 90% des parts de la boîte pour 1 euro, on augmente notre CA de plus d'1 million d'euros, mais en plus on va avoir 250 000 euros de bénéfices non imposables. Exactement, d'impôts en moins à payer parce qu'on reprend son déficit comptable. Pour donner une idée, j'adore cette nouvelle qui Bon, il y en a pas souvent des belles comme ça, mais celle-ci elle est exceptionnelle. 250 000 euros par exemple de déficit comptable, grosso modo ça veut dire 50-60 000 euros d'IS à la louche, d'impôt sur les sociétés qui est économisé. Et donc grossièrement une boîte qui se vend juste pour le déficit comptable, elle se vend entre 30 et 40% de son économie d'IS. C'est-à-dire qu'en gros, la boîte devrait valoir déjà 30-40 000 euros juste pour le déficit comptable. Plus le fait qu'elle ait racheté 1 euro, plus le fait qu'on rachète en fait un fournisseur, donc on sait déjà en fait que la boîte on va la valoriser. J'adore. Ouais, et en plus on sauve 5 emplois qui étaient et on perdus. sauve 5 emplois, etc. Et on garde la personne qui était là jusqu'à présent. J'adore. Je reprends ce qu'a dit Guillaume, c'est important pour que tu comprennes, parce qu'il a parlé d'investisseurs. On n'en a pas parlé depuis le début de la vidéo, mais la plupart des boîtes sont financées avec des investisseurs. Au début, ils les ont financées seuls. Après, avec des investisseurs, dont moi, je fais partie. C'était plutôt un petit groupe d'investisseurs. Maintenant, vu l'ampleur des choses, vu le deal flow de boîtes intéressantes qu'ils ont, on va passer à une vitesse supérieure. Donc, on t'expliquera à la fin de la vidéo comment tu peux investir toi aussi sur ce type de boîte. Tu verras, à mon avis, ça va beaucoup t'intéresser. Donc, nouvelle exceptionnelle. Tu as une idée comme ça, une boîte comme celle-ci, après 1 an
en tant que fournisseur, admettons, on ne lui trouve pas de clients. C'est-à-dire, on imagine le pire des scénarios. On n'augmente pas le chiffre d'affaires sur le... Juste, on envoie nos propres commandes. Combien serait valorisée cette boîte maintenant qu'elle est dans notre groupe? Juste pour voir en fait le gain qu'on a eu immédiat. Alors c'est super compliqué de te répondre, mais je vais quand même essayer de donner quelques éléments. En fait, on va faire un lancement avec les produits de cette société-là en septembre. Et donc c'est là qu'on va voir si c'est un succès, comme d'habitude sur cette société, ou un énorme succès. Et donc en fonction du succès, ce qu'on sait, c'est qu'il va repasser largement en positif. Donc les pertes qu'il avait, en fait, il était tout juste à l'équilibre, il vivotait. Et grâce à ce volume additionnel qu'on va apporter, on va ramener au minimum entre 50 et 100 000 euros de marge dans cette société. Donc on peut se dire qu'en prenant un multiple raisonnable et sans développer les ventes digitales encore, c'est une boîte qui vaut entre 300 et 500 000 euros probablement. Donc on aura non seulement acheté pas cher, eu du déficit qui nous permet de payer moins d'impôts, et en plus on a un actif tout de suite. Et trouver un fournisseur qu'on maîtrise. Et maîtriser la chaîne de production, c'est aussi valorisé. Qui pour le coup a un produit très haut de gamme. On cherchait un produit très particulier pour la gamme, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On fait un peu un pas de côté, mais on sait que nos clients vont très bien répondre dessus. Et il a un produit ultra haut de gamme dessus, ultra sain, fabriqué en France. C'est quelque chose qui était très important pour nous là-dessus. Donc c'est le fit absolument parfait. Bah, j'adore cette nouvelle. Il y en a une deuxième comme ça? Pas à chaque fois. On peut pas en faire à chaque fois, mais par contre, vivement le mois prochain. Hein. Mais ça fait partie des synergies dont on parle. En fait, c'est le truc c'est le cercle vertueux qui est en train de se mettre en place. C'est que bien sûr, on parle à de plus en plus de cédants potentiels. On contacte de plus en plus de fournisseurs, de sociétés à côté. Et donc, à chaque fois, ils voient ce qu'on fait, ils voient l'accélération digitale et on a des gens qui sont très intéressés. On a d'autres deals de cette forme-là qui sont en train de commencer à être discutés. On n'a pas encore le go final, mais on a de plus en plus de gens qui ont des très belles marques historiques, très bien implantées, qui sont en général très bons sur la partie production, fabrication d'un produit haut de gamme, mais qui n'ont pas du tout su prendre la partie digitale, marketing digital, et qui nous disent on aimerait bien être associé avec vous parce qu'on n'y arrive pas, on ne gagne pas d'argent. Et donc ce qui est top, c'est que c'est des super marques qui sont connues par presque tout le monde, mais qui sont aujourd'hui tout juste à l'équilibre et qui en fait seraient contentes de nous donner 49, 50 ou 51%, c'est souvent la discussion et l'équilibre à trouver, de la société si on est capable de venir faire exploser en digital, parce qu'il faut mieux avoir 49 ou 51% d'une boîte qui fait 1 million de BE que ce qu'ils ont aujourd'hui qui vivote et qui survit pas. On est d'accord. D'ailleurs, il y avait une opération que vous aviez fait comme ça il y a peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an, d'une boîte concurrente que vous aviez repris pour quasiment rien. Qui était inclus en fait dans une boîte qu'on reprenait avec des investisseurs. C'est effectivement quelque chose qu'on essaye de faire régulièrement. Alors encore une fois, c'est jamais une promesse initiale quand on reprend une société avec des investisseurs parce qu'on ne sait pas les opportunités qui se présenteront. Mais vu qu'on est en veille perpétuelle, et de temps en temps, il arrive qu'on tombe sur une société qui serait complémentaire à celle qu'on a déjà. L'exemple que tu prends ici, qui était effectivement en fin d'année dernière, c'est une société qui est autour du monde du sport. Par hasard, quelques mois après, on a eu quelque chose de très complémentaire autour du monde du sport aussi, qui était tout petit, ce qui est un deal qu'on n'aurait pas fait. C'était un deal à 60-70 000 euros, c'est un deal qu'on n'aurait pas fait sans avoir cette haute société déjà implantée. Mais là, il y avait une complémentarité assez intéressante. Et donc, on l'a fait. Et la beauté, c'est qu'on n'est pas allé voir les investisseurs pour leur demander de l'argent, on n'est pas allé leur demander des choses supplémentaires. On l'a fait avec les trésoreries de la boîte. Et donc, on a mécaniquement augmenté la valeur de cette société. Donc, moi, en tant qu'investisseur, c'est comme si tu avais acheté 2 boîtes pour le prix d'une, en fin de compte. Sans t'être occupé de la deuxième, sans avoir rien vu passer. Exactement. Ça, c'était une bonne surprise. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est bien d'expliquer que ça peut arriver aussi, même si on compte pas forcément dessus. Qu'est-ce qu'on a eu comme gros imprévus ce mois-ci, comme problème à gérer, parce qu'il y en a des tas. Je sais qu'on va en trouver plein. On en a eu un avec Guillaume hier à l'entrepôt, donc on voit. Ouais, effectivement, plus on grossit, plus on a des problèmes qui vont avec la taille qu'on a. Donc effectivement, une grosse partie de nos journées, c'est gérer des problèmes. Alors il y en a des petits, il y en a des gros. En ce moment, on a un problème avec un distributeur sur une des marques avec qui on a renégocié un contrat.
et qui, au moment de la signature du contrat, a fait passer des modifications dans le contrat qui n'avaient pas lieu d'être et qui n'avaient pas été négociées. Tu vois, des gens qui sont pas forcément toujours honnêtes dans leur façon de gérer le C'est-à-dire business. la dernière version du contrat qui est censée avoir été vérifiée, il glisse 2-3 phrases sans dire qu'il a fait. Mais combien de fois je l'ai eu ça? Exactement. Ah, j'ai horreur de ça. Quand tu testes beaucoup de publicité, par moment, ton compte Meta va être bloqué pendant quelques jours, ou tu as dépensé plus et les virements ne sont pas faits correctement et tu te retrouves avec un compte qui n'est pas suffisamment approvisionné. Voilà, c'est le quotidien, mais ça fait partie du jeu de gérer ces choses. Ça m'est déjà arrivé une fois de perdre mon porte-monnaie dans un voyage. Et il y avait, à l'époque, on avait peut-être 2-3 cartes qui tournaient sur un compte. Il y avait pas mal de budget qui passait dessus. Pendant 2-3 jours, il n'y avait pas. Donc 2-3 jours, mine de rien, c'est peut-être 10, 15, 20 000 euros de chiffre d'affaires de perdu. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on a 12 ou 15 cartes sur les comptes Business Manager. Au moins, s'il y en a une qui saute, il y en a toujours une. Voilà. C'est un des points sur lequel on n'est encore aujourd'hui pas assez pro et qu'on est en train de professionnaliser pour justement avoir beaucoup plus d'options en cas de blocage, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins sans rentrer trop dans les détails techniques, mais qu'il y ait beaucoup moins de liens entre les différentes sociétés et notamment les business managers. C'est surtout Meta qui est très sensible à ça, puisque si on est bloqué sur une société, par cascade, on peut être bloqué sur les autres sociétés. Donc tu vois, on est en train de gérer de plus en plus cette partie risque pour que ce soit mieux organisé pour le futur. Bien sûr. On a aussi eu une boulette vraiment, vraiment ridicule. En fait, on a un site sur lequel on a trouvé qu'on faisait pas mal de chiffre d'affaires en laissant accessibles des produits qui étaient en rupture de stock et en disant simplement vous serez livré dans 3 semaines, mais commandez maintenant. C'est des produits qui vont arriver, qui sont en instance d'arrivage en quelque sorte. Et en fait, comme il y a eu une période de forte activité récemment, on avait coupé cette possibilité pour gérer la masse qui arrivait parce que c'était pas possible de tout gérer en même temps. Et en fait, après la période forte, ça n'a pas redémarré, on ne comprenait pas ce qui se passait. Et en fait, on a mis 3 semaines à se rendre compte que l'équipe avait simplement oublié de rebrancher ça. Il l'avait coupé pour la période forte et à la fin de la période forte, ça n'a pas été rebranché. Donc c'est des petites erreurs un peu ridicules. Là, ça nous a quand même fait perdre 3 semaines de chiffre d'affaires sur ça qui est bête. Ça représente combien de chiffres à peu près? Voilà, ça doit représenter, c'est pas énorme, c'est 15-20 000 euros, mais c'est rageant parce que tu te dis, mais c'est... Parce que c'est bête. Bah oui, c'est bête, mais ça arrive. Exactement. Ça peut vraiment arriver tout le temps. Et donc là, on est en train de mettre des process écrits, plus formalisés, pour justement que ce genre de choses ne puissent pas être oubliées. Tu vois, c'est comme pour ceux qui s'y connaissent en aviation, un pilote d'avion... On a un bon derrière notre caméra là. Ça marche. Un pilote d'avion, quand il s'installe, même si c'est son 5 millième vol, il y a toute une checklist et il doit vérifier, tac, est-ce qu'il y a le plein de carburant, est-ce que les commandes répondent, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et en fait, il faut qu'on mette la même chose sur toutes les boîtes où tu as une checklist mensuelle, hebdomadaire, journalière, pourquoi pas, pour vérifier que tout est en place et que rien puisse passer au travers en quelque sorte. Autre complication, ou pour vous montrer un peu les journées telles qu'elles sont dans les négociations, on a plusieurs deals en cours. On vient d'en signer un, on a 2 qui sont en cours, un qui est en cours de signature sur la fin du mois, donc très rapidement, et puis d'autres sous LOI. Et on a notamment sur le deal qui est en cours et qui va se finaliser prochainement. Donc là, actuellement, on a 2 deals qui sont en cours. Donc ceux-là, on ne peut pas en parler parce qu'ils sont en cours. Il y a peut-être des choses qu'on peut évoquer, vous me dites, sinon peut-être plutôt dans ce qui arrive jusqu'à la fin de l'année, le deal flow qui est actuellement. Oui, complètement. Effectivement, là, on a 2 deals en cours complets. Donc ça veut dire, c'est plus en cours, hein, c'est signé et on est sur la finalisation de ces deals-là. On a une LOI en cours sur une belle société qui fait 2,5 millions de chiffre d'affaires sur de la santé préventive. C'est quelque chose qui va arriver sur le mois de septembre, octobre. Donc on est les seuls, du coup, on est ceux qui ont été sélectionnés comme les seuls acheteurs potentiels. On rentre dans la phase d'audit pour vérifier que tout va bien et ça va se matérialiser après. Et on a plusieurs discussions actives. Une discussion active avec une marque cosmétique qui serait très complémentaire à ce qu'on a, qui est distribuée fortement en France et qui est sous-digitalisée aujourd'hui. Une boîte qui fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très belle boîte, très beau produit. C'est un peu la constance, hein. On essaye de chercher des produits qui sont vraiment haut de gamme, qui sont des beaux produits. On veut avoir des produits dont on est fier. Donc ça, on avance. On est les seuls en exclusivité à avancer avec eux aussi. On n'a pas encore de LOI. C'est quelque chose qui arrivera un petit peu plus tard dans l'année. Quand on en est à ce stade-là, ça met encore 3-4 mois en général à se décanter. Et on a eu une discussion avec un cédant là, cette semaine sur une marque de bijoux
très jolie marque de bijoux qui fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a développé ça très vite. C'est une belle boîte là. C'est une belle boîte. On a fait une offre. Et j'ai eu, juste avant qu'on rentre dans le board là, le retour du broker où pour l'instant notre offre est assez éloignée de ce qu'il en espère. Donc on est dans cette phase de discussion, on verra si ça aboutit quelque part ou pas. Mais oui, on a plusieurs deals dans le catalogue. On a aussi une belle société qui nous a été proposée là récemment autour de l'univers du yoga. Qui est un univers assez niché, qui est produit assez haut de gamme de ce côté-là aussi, qui pourrait potentiellement se matérialiser. Donc tu vois, le deal flow est quand même assez plein. On a, je ne sais plus si on t'en a déjà parlé, mais on a depuis, ça doit faire 3 mois maintenant, on a mandaté, ça fait très pompeux quand on dit ça, mais des spécialistes M&A. Donc en fait, c'est des gens qui font de la prospection pour nous, pour aller chercher des boîtes. Donc moi, je fais des appels tous les 15 jours avec eux. On revoit en général entre 20 et 30 boîtes qui serait intéressant d'approcher, et ensuite ils les approchent pour voir si potentiellement ils seraient intéressés de faire un deal, de ne pas faire un deal, de trouver des solutions pour faire des partenariats, des choses comme ça. Donc on est en train aussi d'aller démarcher de façon proactive. On a un taux d'échec là-dessus qui est beaucoup plus élevé, forcément, parce qu'on contacte des gens qui ne sont pas forcément vendeurs, mais c'est aussi ça qui nous permet par moment d'avoir des idées de partenariat. Grosso modo, la vision par an, je la connais, mais je leur donne, c'est d'acquérir 8 à 10 boîtes par an, à peu près, et en moyenne, je vais dire peut-être entre 15 et 25 millions d'euros au total, si on prend en compte la valeur de rachat de toutes les boîtes. Ouais, complètement, même un tout petit peu plus en termes de valorisation. En gros, ça va être entre 6 et 10 boîtes, et maintenant on a trouvé que notre cible parfaite, c'était des boîtes qui font entre 2 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tu vois, suivant qu'on prend la fourchette haute ou la fourchette basse, on est à peu près dans ces montants. Ok, bon bah excellent, mais ils seront très contents et curieux de savoir à la fin comment on peut les financer et comment ils peuvent nous aider et y participer. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, mais juste avant de conclure, je vais t'expliquer pour quelles raisons je me suis lancé dans le rachat d'entreprise. Pourquoi est-ce que j'ai complètement changé de vision, c'est-à-dire qu'au début, mon objectif était simplement d'être investisseur passif. Très vite, je me suis beaucoup impliqué et petit à petit, je suis en train de passer de plus en plus de temps dans cette activité, de moins en moins dans mes activités. Alors pour quelles raisons ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, ça va être spécifiquement le taux horaire et les compétences que j'ai pour pouvoir les valoriser au mieux possible. La deuxième, c'est une histoire de plaisir et de changement. Ça fait maintenant 12 ans que je fais de l'immobilier, ça fait maintenant plus de 8 ans que j'ai créé ma première entreprise autour de l'immobilier. Donc si tu veux, l'immobilier, je l'ai poncé en long, en large et en travers. Donc je suis toujours un amoureux de l'immobilier, je vais toujours continuer de faire de l'immobilier, probablement de façon différente par rapport aux dernières années. Donc l'envie un peu de changer, de faire quelque chose de nouveau, tu vois, tu as l'impression d'avoir un second souffle. Donc je pense que ça marque un autre tournant dans ma carrière, il y a aussi ça qui m'intéresse. Et enfin, le troisième point, c'est une question de cycle. Pourquoi de cycle ? Parce que l'immobilier, il y a eu un certain cycle depuis que j'ai commencé. J'ai commencé en 2014 à Budapest, en 2016 en France. De 2016 jusqu'à 2021, on a connu une très forte baisse des taux, on a connu une forte hausse du marché immobilier, des apports quasiment proches de zéro, des rendements locatifs qui étaient extraordinaires. En fait, c'était l'Eldorado de l'immobilier. À partir de fin 2021-2022, le Covid et les dernières années qu'on a connues, évidemment beaucoup moins. Alors ça reste toujours intéressant de faire de l'immobilier, évidemment, surtout pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, ça je le recommanderais toujours. Pas d'argent, faire de l'effet de levier, faire du crédit, ça c'est sûr. Mais pour ceux qui ont un petit peu plus d'argent, ceux qui sont déjà fait du patrimoine, qui ont déjà un peu d'immobilier, comme moi les dernières années, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant, raison pour laquelle j'ai vendu quand même une bonne partie de mon immobilier pour faire d'autres choses, comme notamment des investissements en entreprise ou d'autres types d'investissements. Donc ça, ce sont les 3 raisons principales pour lesquelles j'ai commencé à investir en entreprise et j'y passe de plus en plus de temps. Je reviens sur la première raison, la valorisation de mon temps et de mes compétences. Alors là-dessus, il y a encore 3 autres parties. Première partie, aujourd'hui, j'ai des entreprises qui fonctionnent bien, qui sont rentables, qui me rapportent de l'argent, mais elles se valorisent pas beaucoup parce qu'elles sont très liées à mon image. Tu vois, moi je suis sur les réseaux sociaux et une bonne partie de mes boîtes qui sont liées à mon image. Si demain je ne suis plus là, mes boîtes valent plus grand chose. En tout cas, c'est très dur de pouvoir déterminer une valeur et de pouvoir compter dessus, c'est trop aléatoire. Sauf une boîte qui est Tokimo, ma plateforme de crowdfunding, où elle évolue indépendamment de moi et c'est pour cette raison que je l'ai créée aussi au départ, pour qu'il y ait une boîte qui soit indépendante de mon image, bien que mon image aide à la pousser. Demain, elle aura encore une valeur, même si je ne suis plus là. Donc ça, c'est la première raison.
le besoin de créer quelque chose qui se valorise avec les années pour me faire un capital plus important plus tard, pour me faire un vrai patrimoine que je pourrais céder à mes enfants, etc. Donc là, en l'occurrence, je suis actionnaire de 12 boîtes, on est en train encore d'en racheter d'autres. Ma projection d'ici 5 ans, c'est que je serai actionnaire d'environ une 60aine de boîtes dans des domaines totalement différents. On a parlé de textile, de bijoux, là exemple de cosmétiques, bref, des boîtes qui ne dépendent pas de mon image, des boîtes qui sont indépendantes chacune d'entre elles mais qui se complètent, comme on l'a vu tout à l'heure, des boîtes qui aussi vont tendre vers l'international ou qui sont déjà, comme par exemple Thé Leclerc, et donc qui ne dépendront pas uniquement d'un marché français. Donc si tu veux, pour moi, en termes de valorisation, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément avec mes boîtes. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'on rachète des petites boîtes avec des activités qui sont super simples. Ça, j'aime beaucoup ça parce que je pense que c'est sous-coté par la plupart des personnes. C'est pour ça qu'on a un créneau qui est super intéressant avec mes associés actuellement. Et aussi parce qu'on peut y appliquer un framework qui est quasiment le même dans toutes les boîtes. C'est-à-dire plutôt que de faire des choses différentes dans mes propres boîtes, finalement, je vais faire quasiment la même chose, mais dans des boîtes différentes. Donc c'est une autre façon de voir l'entrepreneuriat. Et enfin, le troisième point, c'est surtout la valorisation de mon temps. Aujourd'hui, j'ai des boîtes qui sont limitées en termes de chiffre d'affaires parce que mon marché est limité. J'ai qu'un marché français, c'est de l'immobilier, etc. Il est limité par mon image. À un moment donné, je ne peux pas te vendre tout et n'importe quoi parce que j'ai des valeurs, parce que je ne veux pas faire n'importe quoi, parce que j'ai aussi mon image auquel je fais attention, parce que je suis responsable aussi de type d'investissement et du type de recommandations que je peux te faire. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas non plus augmenter mon chiffre d'affaires énormément. Comme je te le disais, mes boîtes ne se valorisent pas ou très peu. Et en plus de ça, j'ai déjà apporté tout ce que je pouvais apporter dans mes boîtes. Donc soit j'amène mes boîtes dans un autre marché, comme le marché US par exemple, pour avoir un plus gros marché. Soit par exemple, je me forme totalement à faire autre chose, à penser différemment pour amener mes boîtes dans un autre step. Mais si tu veux, j'ai un petit peu amené tout ce que je pouvais amener à mes boîtes. Et donc forcément, 1 heure de mes compétences et de mon expérience passée dans mes boîtes va apporter moins de résultats qu'1 heure passée dans 10 boîtes différentes qui sont quasiment dans leur début de leur croissance et qui peuvent, comme tu l'as vu, sur l'espace de 2-3 mois, faire du 300% ou du 600% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et comme les compétences que j'ai, c'est des compétences qui rapportent beaucoup, des compétences dans le digital, des compétences entrepreneuriales, des compétences dans le marketing. Finalement, ces compétences et cette expérience, quand j'ai regardé 1 heure investie dans mes boîtes, combien ça peut me rapporter, et 1 heure investie dans ces boîtes, combien ça peut me rapporter, je pense que je suis de l'ordre du x10 à x20. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai meilleur compte à passer 1 heure dans ces boîtes en termes de valorisation et peut-être même en termes d'éclat, parce que c'est quelque chose de nouveau, que de les passer dans mes propres boîtes. Alors aujourd'hui, j'ai toujours mes boîtes, je continue d'agir dedans, je continue à faire ce que j'ai fait, sauf que je le fais un peu moins. J'ai réduit un peu la cadence, j'ai réduit un peu le temps que j'y ai passé, j'ai réduit un peu la créativité que j'avais là-dedans, pour pouvoir passer ce temps-là dans ce groupe et cette nouvelle activité. Et je pense que plus on va avancer, plus je vais passer du temps dans cette nouvelle activité et moins dans mes précédentes activités. Et peut-être qu'à un moment donné, je dédierai 100% de mon temps uniquement qu'à cette activité. J'aurais stoppé les autres activités, c'est pas impossible. Je me ferme pas de porte dans ma carrière. Ce qui est sûr, c'est que en voyant le potentiel de croissance, en voyant le taux horaire que je peux avoir dans ces boîtes et en voyant l'idée d'obtenir un portefeuille de boîtes aussi diversifié avec autant de croissance dans quelques années, qui rapporte des gros dividendes et qui se valorise. Quand j'ai projeté les chiffres sur 3 à 5 ans et que j'ai regardé en prenant des hypothèses pessimistes le potentiel que j'avais, pour moi c'était potentiellement 30 à 50 millions d'euros que je pouvais sortir dans les 3 à 5 prochaines années. Autant te dire que ça serait une grosse partie de mon patrimoine qui proviendrait uniquement de cette activité. Voilà. Avant de conclure cette vidéo, je te rappelle qu'on organise le sommet de la reprise d'entreprise, donc c'est du 6 au 8 septembre. Alors, de quoi on va parler pendant cet événement? Premièrement, on va rentrer dans le détail. Comment on rachète des entreprises? Comment tu peux les cibler? Quels critères regarder? Quels sont les leviers à activer pour les développer au plus vite? Notamment les leviers qu'on a utilisés. Toutes les boîtes qu'on a rachetées, tous les chiffres, ce qu'on y a fait exactement dedans, les embûches qu'on a rencontrées et comment on est passé au-dessus. On te présentera par exemple notre avocate qui est spécialisée en M&A, c'est-à-dire en fusion-acquisition, un broker qui revend des entreprises spécialisées dans le digital, une personnalité publique qui est PDG d'un très gros groupe, qui est très connu en France d'ailleurs, tu le verras, qui nous a revendu d'ailleurs une des boîtes, je te dis pas laquelle, mais tu verras, on va en parler. Bref, tu sauras absolument tout sur le domaine de la reprise d'entreprise, mais surtout on va t'expliquer le modèle qu'on a mis en place pour que tu puisses être associé avec nous, pouvoir investir dans ces boîtes et pour avoir des performances qui, je te l'assure, sont inégalées par rapport à tout ce que j'ai pu faire auparavant. Alors, je te le précise avant, ça n'est pas une formation, ça n'est pas un accompagnement, ça n'est pas un club où tu payes des droits d'adhésion comme tu peux le voir ailleurs, ça n'est rien de tout ça, ok? Il n'y a rien à payer, on recherche juste des associés et des investisseurs. Nous, ce qu'on cherche sont des personnes qui sont sérieuses, qui peuvent investir à minima 20 000 euros dans l'année dans des reprises d'entreprise, comme des entreprises comme celle-ci. Il y a déjà des investisseurs comme moi qui se sont postés sur cette entreprise-là.
Des personnes sérieuses qui veulent faire partie de l'aventure, diversifier leurs placements et qui croient en ce type de projet pour faire partie de l'aventure. Pour le moment, on a déjà racheté 10 boîtes les 2 dernières années, dont 2 qui sont en cours, ça fait 12 pour un volume de 14 millions d'euros. La plupart ont été financés par des investisseurs dont moi je fais partie. Là, le but, c'est de passer un step. Pourquoi? Parce que mes associés ont un deal flow de plus en plus important. À force de connaître le réseau de la reprise d'entreprise, on leur envoie de plus en plus d'affaires et des affaires qui sont de plus en plus chères, mais de plus en plus intéressantes aussi. Notre objectif, c'est de racheter 10 boîtes dans l'année à venir pour 25 millions d'euros de volume. Donc, on recherche des investisseurs sérieux pour faire partie de l'aventure. Sache que c'est un plaisir de te tourner cette vidéo, de te montrer autre chose que l'immobilier, de te faire découvrir ce monde de la reprise d'entreprise. Donc, comme je te l'ai dit, pour t'inscrire, c'est très simple, dans la description, du 6 au 8 septembre. L'événement est gratuit, tu vas apprendre beaucoup de choses, non seulement sur le thème de la reprise d'entreprise et tout ce qu'il y a à savoir si le domaine t'intéresse pour racheter des entreprises de ton côté, ou si tu souhaites investir à nos côtés de façon passive pour pouvoir profiter de l'aventure. Je te souhaite une bonne journée et on se voit le 6 septembre. À bientôt.